Comment je vous dirais bien ça? Elle a une créativité débordante et un parcours qui prédisait pas au premier abord son changement de carrière. C'est sa transition vers un mode de vie vegan qui, en quelque sorte, a influencé sa trajectoire. Depuis quelques années, elle nous partage son talent et son désir d'éveiller les consciences, tout ça en étant authentique et bienveillante. Enregistrée dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve, je vous présente la formidable tête de cochon, Caroline Huard, alias Looney. Bonne écoute! Looney, Caroline Huard, Allô? bonjour! Bonjour Sandrine. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation de Tête de cochon. Là, je pense qu'on le sent dans ma voix. Je suis bien énervée Oui, là, écoute, aujourd'hui. ça me touche vraiment. Je suis vraiment excitée d'être ici. Ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Oui, vraiment. Puis l'année nous a glissé entre les doigts. Oui, puis là, on se retrouve pour pouvoir en discuter plus longuement d'un parcours fascinant. Moi, quand j'ai commencé à faire mon dossier, je me suis dit... Mais j'ai tellement de questions à lui poser, là, j'ai très hâte. Fait qu'on commence d'abord par le fait que tu nous témoignes dans ton premier livre, Looney Cuisine, que tu avais un désir de faire un métier créatif quand tu étais jeune, mais c'était pas clair, c'était pas défini, sauf que tu ressentais ça quand même quand tu étais plus jeune. J'ai toujours été une enfant extrêmement créative. Artistique, oui, mais en même temps, tu sais, j'avais pas particulièrement des talents artistiques, là, tu sais, j'ai jamais été bonne pour jouer de la musique ou j'étais très bonne en art visuel, mais tu sais, c'était beaucoup l'idée souvent qui était bonne. L'exécution était loin d'être parfaite, là, tu sais, c'est vraiment, j'avais beaucoup d'idées. Puis, j'ai choisi la sécurité. Puis, je me rappelle quand j'étais en secondaire 3, 4, là, tu sais, quand c'était le temps de commencer à penser qu'est-ce que tu veux faire quand t'es grand, là, ce qui est extrêmement jeune, là, quand on y pense, là, je me disais, j'aimerais ça être graphiste. Je pourrais, comme, tu sais, dans les magazines, là, tu sais, placer les photos à bonne place. Puis, je pense que j'ai l'œil pour ça. Puis, je découpais des magazines, puis je refaisais des montages, tu sais, avec ma colle Pritt, là. Tu sais, je faisais ça. Il n'y avait pas tant d'ordinateurs là, à l'époque. Mais en discutant avec l'orienteur à l'école, je me suis rendu compte que c'était tout sur ordinateur maintenant que ça se faisait, là, l'infographie. Puis j'étais comme, non, moi, les ordinateurs, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester avec ma colle Pritt. Puis il a fait, non, ça ne sera pas possible si tu veux ce genre de métier-là. Donc, puis j'avais vraiment une facilité en sciences. En fait, j'avais des très bonnes notes en sciences. Puis j'aimais beaucoup les séries médicales. À l'époque, j'écoutais genre ER, là, puis je me disais, je pourrais être médecin. Fait que je me suis dirigée au cégep en me disant, je vais aller en médecine, je pense que je vais être bonne là-dedans, puis tu sais, je vais pouvoir aider le monde, puis c'est respecté comme métier. Fait que je voulais faire ça. Puis je me suis dit, ça va être un hobby, les trucs créatifs. Mais il reste que, puis ça m'a marqué, et je te cite parce que je me disais, oh mon Dieu, ça s'invente pas, cette phrase-là. Tu disais, je m'amusais à patenter des marionnettes avec des vieux rouleaux de papier de toilette, à transformer des petits meubles Ikea avec de la gouache et des bâtons de popsicle. Fait que clairement, cette créativité-là et ce désir aussi que tu disais de patenter des choses ou de bricoler des choses avec peu de moyens, ça te nourrissait beaucoup. Oui, puis tu sais, à l'époque, là, dans les années 80, début 90, il n'y avait pas comme des Dollarama à tous les coins de rue où est-ce que, tu sais, un gun à colle chaude, c'était pas accessible, là, c'était du domaine du rêve, là, tu sais, t'avais pas ça, fait qu'il fallait vraiment être créatif. Puis moi, je me souviens, j'allais chercher des livres à la bibliothèque, des livres de bricolage, puis évidemment, j'avais pas accès à 3quarts du matériel qu'il y avait dans le projet, là. Donc, j'imaginais des façons alternatives de faire les choses. Puis je me souviens, j'avais un buzz quand j'entrais dans la bibliothèque. L'odeur de bibliothèque me donnait comme une grosse dose de dopamine. J'étais comme, oh my God, ça va être excitant, ce projet-là. Donc, j'ai toujours vraiment comme... Je me suis toujours allumée face aux projets créatifs au niveau de, tu sais, comment faire les choses différemment, comment réussir à atteindre un objectif alors que tu n'avais pas nécessairement les outils pour le faire. Donc, ça c'est toujours resté, mais avec les études, tu sais, justement, j'ai étudié dans la faculté de médecine en ergothérapie, ça a été extrêmement intense, puis quand j'ai commencé à travailler aussi, c'était intense. Puis j'avais comme plus d'énergie créative pour faire des petits trucs comme artistiques ou des choses le fun. Toute ma créativité allait comme dans de la résolution de problèmes, puis tu sais, gérer de l'anxiété, puis des choses comme ça. Donc, ça avait pris le bord pendant un bout. Puis je l'ai retrouvée, cette créativité-là, quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'espace mental. Tu sais, j'étais un peu plus confortable dans mon travail.
dans ma vie personnelle et tout ça. Puis je me suis mis à faire de la photo avec mon iPhone. Tu sais, en fait, non, c'était pas un iPhone, c'était un iPod Touch. Puis j'ai commencé à faire de la photo de choses que je voyais, puis j'allais courir, puis je prenais des armes en photo, puis là, j'ai sursaturé avec des applications de retouche photo, puis c'était vraiment pas beau, mais tu sais, avec du recul, j'étais comme, ah ouais, non, je me sentais vraiment comme connectée avec la création, comme ça, tu sais, donc c'est vraiment la photo qui m'a reconnectée à ça. Mais c'est fascinant que ton essence a toujours été là, elle a été mise un peu de côté. Ouais. Pour finalement la retrouver, mais allons pas trop vite. Parce que, Oui, bon, veux pas... Ben non, mais écoute... Je suis déjà rendue comme dans la trentaine. Mais là, il s'est passé des choses avant, c'est ça qu'on veut savoir, en fait, parce que ce que je comprends, c'est que, finalement, l'orienteur a pas tant été super convaincant dans ton esprit d'artiste, là. Même si tu y avais songé, tu t'es vite résolu à prendre un autre chemin qui était plus les sciences. Oui, c'est ça. Je me souviens que l'espèce de le logiciel repère là, m'avait sorti que je devrais être médecin interniste. Oh. Parce que c'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup comme parmi les différentes spécialités en médecine, c'en est un où c'est beaucoup comme la résolution de problèmes. Ben, ça n'est tout, là, mais celui-là particulièrement, c'est comme, t'es comme un enquêteur, là, t'essaies de trouver qu'est-ce qui se passe, blablabla. Fait que ça avait sorti, c'est ça que je devrais faire. Puis je suis comme, OK, c'est ça que je vais aller faire. Mais tu avais un intérêt pour les sciences, mais qu'est-ce qui dans le fond, tu as fait tes sciences nat? Oui, ça s'appelait Sciences de la nature, qui était comme la préparation à l'université en sciences pures, là. Ouais. En sciences de la nature. Puis j'ai fait un bac à la faculté de médecine. J'ai fait un bac en ergothérapie. Puis l'ergothérapie est arrivée comment sur ton chemin? Ça, c'est vraiment un hasard aussi. C'est que j'ai moi-même consulté une ergothérapeute quand j'avais 15 ans. J'étais gardienne de but au soccer dans une petite ligue à Laval. Et j'avais comme immobilisé le ballon par terre, tu sais, parce que je l'avais arrêté. Puis il y a une joueuse de l'autre équipe qui a continué à foncer puis qui a kické le ballon, mais en fait, elle a cliqué ma main, tu sais. Puis j'ai eu, dans un doigt, 8 fractures puis 3 dislocations. Donc, vraiment, genre, mon doigt avait l'air d'une saucisse là, quand j'ai enlevé mon gant. Et j'ai eu une chirurgie, en fait, quelques chirurgies, des orthèses, puis j'ai eu comme un espèce de protocole expérimental à Sainte-Justine pour comme sauver mon doigt parce qu'il était tellement magané qu'ils m'ont dit, il va être dans tes jambes, il guérira pas correctement, donc on faudrait quasiment l'amputer. Et mon Dieu. Mais vu que t'es jeune, puis que, tu sais, t'aimes ça, justement, il avait noté que j'aimais ça faire des trucs artistiques, mais il dit, vu que t'es jeune, tout ça, on va essayer quelque chose d'expérimental. Fait que j'avais eu quelque chose de... En fait, les orthopédistes qui essayaient quelque chose avec moi avec des tiges, puis une espèce de guérison sous tension, là, des os. Puis, bref, c'était des ergothérapeutes qui m'ont accompagnée dans ma réadaptation de Sainte-Justine. Puis j'étais comme, hey, c'est cool, l'ergo, c'est genre... Tu guéris les doigts des enfants, genre, c'est pas stressant. Jusqu'à temps que je comprenne que... Tu sais, moi, j'ai fait ma carrière en ergo avec des adultes qui traversent des dépressions, donc on est loin, tu sais, des doigts cassés. Mais ça fait aussi partie du travail des ergos, mais c'est pas juste ça. Mais j'étais comme, ça pourrait peut-être être une bonne option, ça aussi, si jamais la médecine, comme, je trouve ça too much. Donc, j'ai gardé ça en tête. Puis, justement, je me suis rendu compte au cégep que j'aimais pas tant étudier. Je trouvais ça extrêmement pénible. J'adore apprendre. J'adore comme pousser plus loin la réflexion. Je suis quelqu'un qui adore réfléchir, trouver des solutions, mais apprendre du par cœur, je détestais ça. Donc, je me suis dit, je pense pas que je vais tolérer un doctorat, là. Donc, je vais m'en tenir à un beau bac bien chargé. Puis c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu as découvert durant ta formation d'ergothérapeute que tu utilises encore aujourd'hui, tu sais, qui a allumé la fille de science en toi, finalement? Puis en fait, puis je dois dire, puis l'ergo, c'est pas super bien connu, là, tu sais, puis tu sais, si j'ai à l'expliquer ce que c'est vraiment, en fait, c'est une discipline de réadaptation qui étudie les relations qui existent entre l'humain et les différentes occupations, les différentes activités, tout ça dans des contextes donnés, donc dans un environnement physique, socioculturel, etc. Et les ergothérapeutes aident les gens à retrouver, en fait, une autonomie ou à retrouver une vie plus normale malgré une maladie ou après un accident ou des choses comme ça. Étudient tous les liens complexes qui existent entre une personne puis son environnement puis la tâche qu'elle fait puis tout ça, puis adapte aux besoins pour que la personne vive, en fait, se sente accomplie dans sa vie. Donc, c'est extrêmement analytique comme profession. On doit toujours être en train de tout analyser, plein d'éléments. Puis on doit être extrêmement créatif aussi. Donc, c'est un des... Tu sais, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui sont des créatifs puis qui aiment les professions de la santé,
je pense que c'est un métier vraiment, vraiment comme exceptionnel pour ça. Puis effectivement, mes collègues de classe, puis les collègues que j'ai eus dans ma carrière, c'était toujours des gens très débrouillards, très, très, très créatifs, parce que chaque personne est unique, donc il n'y a pas des... Tu sais, oui, on a des protocoles qu'on suit, tu sais, on se tient dans la... Tu sais, en fait, on s'en tient aux données probantes, donc dans la science, mais il faut vraiment s'adapter à chaque situation, donc il faut être très créatif. Puis moi, c'est beaucoup ça que j'ai appris. Ça m'a aidé à développer, en fait, une analyse encore plus complexe des choses. Puis encore maintenant, puis tu sais, je pratique plus depuis 3 ans et demi maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont eux-mêmes des ergots, puis qui disent « Ah, de la façon que tu expliquais ça, autant dans une recette que dans un vidéo drôle que j'ai fait ou dans un podcast, ils vont dire « Ça paraît que tu penses comme une ergo, tu as un esprit analytique d'ergo. » Puis ça, je pense que ça partira jamais. Tu sais, je pense que je l'avais en moi, mais que ça l'a comme... Tu sais, ça l'a comme réveillé là, avec la formation puis les années de pratique. Là. Puis il y a un passage intéressant où tu parles justement que tu t'intéressais, entre autres, à la psychologie. Ça t'a amené à évoluer puis à comprendre, découvrir certains secteurs, la psychologie, la neuroscience, comportement humain, un peu comme on vient de dire, mais aussi les mécanismes de la motivation. Oui. Et ça, qu'est-ce qui t'allumait là-dedans? Ça m'a toujours intéressée, en fait, de comprendre pourquoi les gens font les choses qu'ils font, pourquoi ils les font pas aussi. Moi, la clientèle avec qui je travaillais comme ergo, c'était principalement donc des gens en situation d'épuisement ou de dépression. Donc, la motivation, c'est vraiment un enjeu. Pas parce que la personne veut pas ou se donne pas les moyens, mais vraiment parce qu'il y a plein d'obstacles qui existent. Puis, moi-même, je suis quelqu'un qui a une motivation qui est fragile, je dirais. Faut vraiment que je sois vraiment intéressée par quelque chose. Il faut qu'il y ait sinon une contrainte de temps ou une contrainte de performance. Il faut vraiment que je sois comme excitée par quelque chose pour vraiment comme rester concentrée longtemps. Donc, moi-même, j'ai toujours eu de la difficulté avec ma propre motivation. En fait, je l'ai toujours comme observée puis essayé de trouver qu'est-ce qui marche pas. Donc, j'ai toujours été bonne, en fait, pour aider les gens à identifier c'était quoi les obstacles et tout ça à leur motivation. Puis, ça continue de me servir moi-même. Ça m'a servi énormément comme ergo, puis ça continue de me servir dans tout ce qui est, en fait, transition vers une alimentation végétale aussi. Tu sais, parce que je vois pas juste ce que les gens peuvent faire, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens le font pas aussi. Tu sais, j'aimerais ça claquer des doigts puis tout le monde est végane, mais ça arrivera pas parce que, encore là, tu sais, quand on a une vision complexe de la situation, on comprend qu'il y a plein d'enjeux structurels, systémiques, politiques qui font que ça se fait pas, que ça se fera pas à moyen terme. Mais au niveau individuel, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens vont aller dans une direction et pas dans l'autre. Puis ça continue de teinter beaucoup mon travail, là. Je pense que j'essaie beaucoup de comprendre le pourquoi puis d'accueillir les gens aussi dans, quand ils peuvent pas faire quelque chose. Quand j'étais ergo, par exemple, là, on avait comme objectif qu'une personne aille prendre des marches. Parce qu'on le sait, c'est documenté dans la science que si tu prends des marches, c'est bon pour... en fait, c'est bon pour ta santé mentale, c'est bon pour récupérer d'une dépression, l'exercice physique. Puis la marche, c'est souvent une des plus accessibles. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, « t'as juste allé marcher, voici, vous êtes réglé, vous êtes guéri, merci », tu sais. C'est pas ça le travail, tu sais, d'un professionnel de la santé. On le sait, tout ça. En limite, je pourrais juste, comme les gens, ils vont sur Internet puis ils vont lire, « Ah, si vous êtes déprimé, faites de l'exercice. » OK. Le travail du professionnel, c'est de comprendre pourquoi la personne, elle le fait pas, tu sais. Puis des fois, c'était des choses très, très... tu sais, il fallait creuser un peu pour le comprendre, mais mettons, la personne, depuis son arrêt de travail, avait commencé à prendre une médication, elle avait pris 20 livres, tu sais, à cause de la médication, puis de la sédentarité, peut-être. Elle avait aucun vêtement qui lui faisait. La seule chose qu'elle pouvait porter, c'était genre un vieux coton ouaté, puis elle était comme, je veux pas que personne me voie, fait qu'elle sortait pas de chez elle, tu sais. Ou peut-être qu'elle avait développé de l'anxiété sociale, puis aller au gym, c'était pas une option. Elle avait fait une crise de panique la dernière fois qu'elle était allée. Après ça, tu vas pas juste dire à quelqu'un, mais t'as juste à faire l'exercice. Tu sais, on essaie de comprendre le pourquoi, puis après ça, d'aborder chacun de ces enjeux-là séparément, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais avec moi-même tout le temps aussi. Tu sais, quand je n'arrive pas à me motiver à faire quelque chose, je suis comme OK, c'est quoi l'obstacle en ce moment? Puis est-ce qu'on peut trouver une solution à ça comme séparément? Tu sais? Un obstacle à la fois qu'on va aborder. Tu sais. Mais c'est tellement intéressant parce que ça pousse la réflexion plus loin. Puis quand on est capable de faire un peu d'introspection, qu'on a les bases, puis là, juste à t'entendre, je suis persuadée que les gens qui nous écoutent sont comme ah, OK, oui, des fois, c'est juste on repart de soi, puis de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que
je suis pas capable. Tu sais. Oui. Puis c'est pas que je veux pas, mais Non. des fois, fait que c'est de prendre le temps, Ben oui, finalement. puis sans que ça soit... Puis là, je donne l'exemple de quelqu'un qui traverse une dépression ou clinique, là, mais sans que ça soit ça, là, juste là, pourquoi je me fais pas griller une plaque de légumes en revenant du travail après ma grosse journée? Ça serait tellement... Voyons, c'est tellement bon, des légumes, puis c'est tellement facile. Pourquoi je le fais pas? Ça se peut que, par exemple, j'utilise un tapis de cuisson, genre un tapis en silicone, là. Puis je le sais très bien qu'à chaque fois que je l'utilise, je déteste ça, le laver. Okay? Puis là, je témoigne de mon expérience personnelle. Là. Je déteste laver des silpattes puis des trucs en silicone, genre. Puis moi, en fait, c'est exactement ça qui s'est passé. À un moment donné, j'avais arrêté de me faire cuire des légumes au four parce que je m'en rendais pas compte, mais je détestais la tâche qui venait après. Fait que j'étais juste comme, j'en mangerai pas de légumes aujourd'hui. Et là, ben, je me suis dit, OK, je sais que c'est pas zéro déchet, mais à un moment donné, il faut aussi choisir ses batailles, puis il faut voir de quelle façon on peut adapter une activité pour qu'elle nous soit accessible. Puis, tu sais, c'est plus écologique si ça te permet de pas gaspiller tes légumes, là, mais j'ai commencé à utiliser du papier parchemin. Puis je sais que c'est pas optimisé, mais pour moi, c'est optimisé. Puis en plus, ça va au compost. Oui, c'est ça, ça se composte. Fait qu'il y a un bel entre-deux. C'est ça, c'est des compromis. Puis même si ça se compostait pas, ça serait quand même valable parce que c'est adapté à mes capacités, par exemple, tu sais. Puis est-ce que c'est parce que je suis paresseuse, est-ce que j'ai pas envie de laver le truc en silpatte? Non, c'est peut-être aussi parce que je jongle avec plein d'autres affaires, tu sais. Fait que, tu sais, puis je traverse pas une dépression, là. Je suis comme n'importe qui, là. On a des vies chargées. À un moment donné, c'est important de voir comment on peut adapter certaines choses pour que ça fonctionne pour nous. Fait que, tu sais, on est peut-être à un papier parchemin de ne pas gaspiller les légumes de notre frigo, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il faut l'aborder, avec comme ouverture, sans jugement. Tu sais, de dire, ben oui, effectivement, j'haïs ça, laver ça. Puis c'est comme, c'est pas avec un jugement, donc je suis une mauvaise personne. Non, j'haïs ça. C'est comme ça. Puis c'est comme ça, puis il y a plein d'autres affaires que j'ai accomplies dans ma journée, mais ça, j'ai pas envie de mettre des énergies là-dessus. OK, parfait. Fait que je vais choisir. Fait que, tu sais, ça, je sais que moi, c'est tout le temps un processus qui se fait continuellement dans ma tête pour ben des petites choses. Ça doit être fatigant, des fois. Oui, non, c'est pas reposant dans mon cerveau en général. mais c'est intéressant, tu sais, je suis souvent en train d'analyser des choses comme ça. Pourquoi, là, c'est drôle, là, cette semaine, j'ai pas fait autant de marches ou de courses que je le fais d'habitude. Ah oui, c'était vrai, cette semaine, j'étais plus dans ce mood-là. Okay. Puis j'essaie d'observer les choses avec beaucoup plus de détachement, beaucoup moins de jugement, autant chez les autres que chez moi. Oui. Puis je pense qu'on gagne beaucoup à faire ça. Puis des fois, on a peur d'aller analyser les choses parce qu'on sait qu'il y a un jugement qui va venir avec ça. Puis moi, je me souviens que jamais j'allais aborder des choses comme ça avec des clients tant que j'avais pas établi un super lien de confiance, t'sais. Fait que je fais pas ça à la première rencontre. Ben là, ça se peut-tu que c'est parce que vous avez pas de vêtements qui vous fait? Non. Tu sais, c'était pas ça. C'était qu'on établissait un lien, puis quand la personne se sentait à l'aise d'être, tu sais, elle sentait qu'elle était dans un safe space, entre guillemets, qu'elle pouvait être vulnérable avec sa thérapeute, ben là, on allait creuser ça, puis souvent, c'était la personne qui venait avec les réponses elle-même. Là, je mettais pas, tu sais, je questionnais, OK, mais qu'est-ce qui se passe tu sais, quand vous êtes en train de prendre cette décision-là, c'est quoi les obstacles qui viennent? OK, ouais, il y a ça, puis là, on trouvait ensemble, tu sais. Ça, c'est le côté qui me manque le plus de mon travail, vraiment, là. Tu sais, le contact privilégié avec les gens, puis les voir comme s'allumer parce qu'eux-mêmes trouvent des solutions. C'est pas toi qui leur donnes comme des solutions, c'est eux qui vont les trouver. Tu fais juste les guider, finalement. Tu les guides, tu les aides à sentir qu'ils ont le droit de se poser ces questions-là, qu'ils ont le droit d'avoir comme des côtés plus sombres, des vulnérabilités, quelque chose qu'ils considèrent, entre guillemets, comme des faiblesses. On a tous le droit d'avoir ça. Puis un coup que tu as cet espace-là, bien là, tu peux te poser ces questions-là. Fait que moi, j'invite toujours les gens à se poser ces questions-là avec eux-mêmes. Mais tu sais, même avec nous-mêmes, souvent, on n'a pas un safe space. Là. Non. Parce qu'on sait qu'il va y avoir rapidement une petite voix qui va arriver puis qu'on va se juger. Puis qu'on est comme... Ben là, franchement, voir que t'es pas allé courir parce que, je sais pas, t'as eu une grosse semaine au travail, franchement, là. Tu sais, c'est supposé justement te faire du bien, là. Pourquoi t'es pas allé? Alors qu'une voix plus bienveillante serait comme, ah ben oui, tu sais, cette semaine, c'était comme ça. Puis t'étais plus dans un mode, t'avais besoin de récupérer, puis c'est parfait, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'on gagne beaucoup comme à essayer d'établir un discours un petit peu plus bienveillant à nous-mêmes, là. Oui, puis d'ailleurs, ça, c'est un élément que je vais vouloir discuter un peu plus tard, mais il y a quelque chose par rapport à la clientèle que tu avais à l'époque. Puis quelque chose qui est vraiment venu me chercher. Puis je ressors un passage. J'adore ça, sortir des passages, parce que je trouve que ça révèle beaucoup de choses. Et je vais paraphraser un peu, mais c'est une partie de ma clientèle à l'époque était des professionnels en situation d'épuisement. Et j'observais que les premiers symptômes
coïncidait avec le fait qu'ils arrêtaient de cuisiner. Ouais. Et par contre, quand la réadaptation reprenait le dessus, que ça allait mieux, ça se stabilisait, la cuisine refaisait surface rapidement. Ouais. Mais ça, moi, quand j'ai lu ça, premièrement, j'ai pris 2 minutes. Là, je me suis dit, hey, OK. Parce que ça, c'est une particularité de la clientèle que tu avais, mais j'ai l'impression que ça s'adresse à tout le monde, ça. Ah, oui. Je me sentais tellement concernée, puis là, je me disais, oui, puis c'est arrivé à un drôle de moment parce que c'est arrivé à la fin d'une période un peu plus chargée dans mon été. Puis là, je me posais la question, voyons, pourquoi j'ai... Puis moi, j'adore cuisiner, là. Ouais. J'aime ça, ça me fait du bien. Je rentre dans ma bulle, je mets de la... Tu sais, j'adore ça. Puis là, j'étais comme, mais mon Dieu, j'ai bien mis ça de côté. Tu sais, on dirait qu'il n'y avait pas pas une paresse, mais une langueur ou un désintérêt ou tout simplement je prenais plus le temps. Ouais. On dirait que j'avais plus de place dans ma charge mentale. Puis tu dis aussi que toi, tu le vis au quotidien. En fait, tu l'as constaté sur toi-même aussi. Complètement. Là. Ah oui. Puis, tu sais, je pense que c'est important déjà d'établir que, tu sais, on n'est pas de meilleure personne là, parce qu'on cuisine. Là, puis c'est tout à fait valable. Il y a des gens qui aimeront jamais ça, cuisiner. Puis, tu sais, j'essaye, là, dans mon premier livre, notamment, tu sais, si vous n'aimez pas cuisiner, voici des pistes pour rendre ça un peu moins pénible. Puis parce que je pense que ça reste important d'être capable d'être minimalement autonome en cuisine, ne serait-ce que parce que c'est plus économique, on mange plus d'aliments frais, etc. Mais même chez les gens qui aiment cuisiner ou, tu sais, chez qui c'est une activité qui est neutre, là, tu sais, ils ne trippent pas, mais ils haïssent pas ça non plus, c'est effectivement souvent une des premières choses qui prend le bord. Puis moi, ça me parle beaucoup. Tu sais, moi, c'est ce que j'observe aussi. C'est un peu un baromètre. Souvent, la relation que j'entretiens avec la cuisine puis la prise des repas aussi, c'est très souvent un baromètre de comment ça se passe dans mes semaines, tu sais. Après ça, pour des raisons purement logistiques, c'est normal que tu n'aies pas le temps de cuisiner si tu te fais des journées de 16 heures au travail, tu sais. On n'a pas besoin de chercher plus loin, mais des fois, tu peux avoir une journée très normale, entre guillemets, de 8 heures. Puis tu arrives à la maison, puis souvent, c'est pas tant le temps qui nous manque pour cuisiner, mais c'est qu'on n'est pas comme... On n'a plus d'espace mental pour le faire, donc c'est plus une question comme d'énergie que de temps. Puis on a l'habitude d'étirer notre énergie comme si ça n'avait pas de limite. Là. Le temps, tu sais, on le sait, là, c'est quoi les limites, là? On sait là, qu'il y a 24 heures dans une journée, puis souvent notre budget, bien, on le sait à peu près, là, c'est de quoi on dispose. Mais l'énergie, on a l'impression que c'est comme... C'est dur à calculer. Oui, puis c'est quelque chose d'organique. Donc, tu sais, on peut très bien fonctionner à crédit puis pas s'en rendre compte. Puis après ça, devoir comme rembourser. Puis on fonctionne avec des intérêts. Tu sais, c'est un peu comme... c'est un peu ça, là, des fois, avec l'énergie. Donc, tu sais, la charge mentale de la cuisine est réelle. Après ça, il y a plein de moyens pour l'alléger puis trouver des choses qui fonctionnent pour nous. Mais pour moi, ça reste effectivement un baromètre. Tu sais, si on est démotivé en cuisine... Ça peut être pas un drapeau rouge, mais peut-être un petit drapeau jaune qui dit « Ah, tu sais, est-ce que peut-être, tu sais, comment tu te sens en ce moment? Comme, est-ce que tu es comme dépassé? Est-ce que c'est parce que, justement, il y a une espèce de bordel qui s'est installé dans ta cuisine parce que tu étais tout le temps en coup de vent chez toi puis ça donne pas le goût de cuisiner? Est-ce que tu as des brocolis qui commencent à sentir le souffle dans ton frigo, tu sais? C'est toutes des choses ça vaut la peine encore là de se poser les questions. Pourquoi je le fais pas? Tu sais, pourquoi je cuisine pas? Sans jugement, là, avec bienveillance. Là. Pourquoi? Ah, ben oui, tu sais, j'ai pas le temps. Ou, tu sais, oui, j'aurais le temps, mais j'arrive à la maison, puis j'ai mangé un dîner, j'ai avalé ça en 2-3 bouchées, puis j'ai pas pris le temps de bien digérer, puis j'ai mangé quelque chose de pas nourrissant ce midi parce que je m'étais pas fait de lunch. Fait que j'arrive à la maison, je meurs de faim, fait que j'ai plus envie de me faire livrer quelque chose que de me cuisiner quelque chose. Fait que après ça, on peut dire, OK, mais peut-être je pourrais comme ajouter des collations dans ma journée. Ça m'aiderait peut-être à être plus motivée à cuisiner ou peut-être je pourrais prendre 1 heure en fin de semaine pour juste remettre ma cuisine le fun, tu sais. Tu sais, genre vider la vaisselle, tu sais, mettre au compost le brocoli qui sent le souffle, tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est là qu'on est plus enclin à trouver des solutions, je pense. Oui, puis je présume que ça, ça doit se traduire aussi dans ton quotidien. De ton côté, là, tu as donné quelques exemples, mais quand ça t'arrive, comment tu te ressens, bien évidemment, dans la bienveillance, mais concrètement, là? Mais moi, comment je me ressens? Moi, je sais que souvent, ce qui est symptomatique de quand j'ai eu des semaines comme... mettons, plus exigeante à différents niveaux. Ça va être symptomatique. Si tu vas pouvoir le voir, si tu rentres chez moi, ça va être comme un peu le bordel, là, tu sais. Ça devient un petit peu chaotique, là, des trucs qui traînent, justement, tu sais,
des légumes qui peuvent s'empiler dans le frigo parce qu'au fond, les légumes que tu as oublié de cuisiner sont là. Tu n'as même pas envie d'y penser parce que là, tu te sens coupable en plus, puis ça coûte cher. Puis la planète, fait que là, tu dis, regarde, j'oublie de faire comme s'il n'était pas là, puis t'en mets des nouveaux devant. Tu sais. C'est ce genre de choses. Moi, je sais, quand c'est chaotique chez moi, je sais que c'est symptomatique que j'ai eu des semaines un petit peu plus chargées ou plus difficiles, mentalement aussi. Donc, moi, ce qui m'aide à me recentrer, c'est je me donne pas une liste de tâches à faire. Moi, je fonctionne beaucoup par des périodes de temps. C'est encore là, j'ai compris que pour ma motivation, c'était mieux de me donner des objectifs de temps que d'accomplissement. Ça. Fait que moi, je me dis, mettons, OK, là, je me donne, mettons, dépendamment de l'énergie que j'ai, 5 minutes, 20 minutes, 60 minutes, 2 heures, peu importe. Souvent, ça va être en bas d'une heure, mais mettons, je me donne 1 heure pour faire le plus de choses possible pour que ma cuisine soit le fun, mettons. Puis là, je fais tout ce que je peux. Puis là, je suis vraiment motivée, mais pour le faire, souvent, il faut que je me mette une playlist où j'écoute un podcast. C'est très, très, très souvent en écoutant des podcasts ou des livres audio. Même des fois, je laisse rouler des séries télé que je connais par cœur puis qui me font rire. Genre, tu sais, juste comme... Ça fait juste comme donner une espèce d'occupation à ton cerveau, puis pendant 1 heure, je me dis, OK, j'en fais le plus possible. Mais genre une playlist de, je sais pas, de succès de dance des années 90, genre, c'est toujours bon, là, pour ça. C'est excellent! Puis je me mets même, tu sais, j'ai même un minuterie visuel chez moi, un time timer. Mais on peut utiliser un chronomètre du four, peu importe. Mais je me mets un temps, puis je me dis, il faut que j'en accomplisse le plus possible. Fait que là, ça devient un peu comme un jeu. Puis après ça, souvent, j'ai envie de continuer. Mais ça, je sais que quand je reprends le dessus sur mon environnement, ça m'aide à être plus motivée à continuer. Puis je pense que je suis pas la seule. Là, non, je te le confirme. C'est ça. Ça me parle beaucoup, là. Tu sais, quand tu sens que ça traîne plus, qu'il y a un petit peu plus de vaisselle qui s'accumule, on dirait que... On a vécu ça un peu cette semaine, mon chum et moi, c'était comme, OK, mais on dirait qu'on fait toujours ça. Genre, on vient pas à bout de, comme, vider le foutu panier pour, comme, avoir une pause, là, tu sais. Puis c'est ça, mais je pense que d'en prendre conscience, c'est déjà, OK, ben c'est correct. Laisse ça aller, ça va se replacer. Tu sais que là, t'as un blitz. Tu sais, c'est encore dans la bienveillance, je pense, mais c'est pas évident. Puis c'est, faut se parler beaucoup. On est rapide dans le jugement. Là, puis tu sais, moi, pendant longtemps, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à changer mon discours. Mon Dieu, on a eu une vibration. Je pense qu'il y a du marteau-piqueur qui se fait pas loin. Mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé à changer mon discours, même envers moi-même, parce que, puis, tu sais, je blâme beaucoup l'industrie comme du... Non, je veux pas blâmer juste ça, mais je blâme en fait toute notre culture où est-ce qu'on va... Tu sais, on pense que c'est beaucoup une espèce de méritocratie, puis tu sais, tout est une question de volonté, puis quand on veut, on peut, puis tu sais que... Tu sais, t'es supposé être minimaliste, t'es supposé être comme... te lever tôt pour faire de la méditation, t'es supposé comme avoir de l'eucalyptus frais sur ton comptoir de cuisine, c'est comme non, tu sais. On se fait beaucoup pousser que c'est ça comme à quoi on est supposé aspirer. Puis après ça, ben dès qu'on s'éloigne un peu de ça, ben on est comme, OK, j'ai vraiment échoué, je suis une mauvaise personne, c'est clairement de ma faute, il y a juste moi qui n'est pas capable de faire ça. Alors que probablement, on est tous différents. Il n'y a pas une seule bonne façon de, tu sais, de s'organiser. Puis, tu sais, on survit toutes à des choses pas évidentes, là. Même avant la pandémie, là, tu sais. Je veux dire, on vit dans un système capitaliste où est-ce qu'on doit travailler fort, on doit toujours... c'est en plus, chez les femmes, la pression est encore plus forte aussi au niveau comme... des diètes, de l'apparence, il y a tellement de pression qu'on a pour plein de choses qu'après ça, on se tape sur la tête si on n'est pas capable d'atteindre ça parce qu'on se fait dire que, ben, tu sais, ça, c'est beaucoup un des mensonges de la culture des diètes, c'est comme, ben, t'as ce que tu mérites, en fait. C'est beaucoup ça qu'on nous dit, ben, t'as le corps qui va avec comment tu te nourris puis tu fais du sport, alors que c'est pas vrai, là, il y a plein d'autres facteurs qui déterminent ça. Ben, c'est un peu la même chose pour notre énergie puis tout ça, on a l'impression comme, si tu étais assez discipliné, tu serais capable de faire ça, mais c'est pas vrai, tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut prendre un peu de recul. Puis oui, c'est important de se motiver puis de trouver des façons, puis c'est important la discipline aussi. Ça nous donne un cadre, tu sais. Moi, je suis pas de ceux et celles qui pensent qu'il faut juste comme toujours comme se laisser libre parce que pour certaines personnes, ça fonctionne, mais je pense que pour la majorité des gens, on a besoin d'une structure de limites claires dans lesquelles on peut jouer. D'avoir comme, de trouver des moyens de s'auto-discipliner, je pense que c'est vraiment important. Mais toujours, justement, avec bienveillance, pas dans le but de se conformer à quelque chose, mais dans le but de faire quelque chose qui va vraiment nous faire sentir bien, tu sais. Oui, puis d'une certaine façon, d'améliorer l'humain qu'on est, tu sais, mais en étant
en étant bienveillant. Puis le fait d'être bienveillant fait qu'on y va à notre rythme, puis que ben oui. le meilleur que tu as donné aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur que tu vas donner demain, parce que demain, tu as plus d'énergie, tu as plus de... Ah oui, Puis, oui. tu sais, ça fluctue, en fait. Ouais. C'est ça aussi, tu sais. Oui. Puis je pense que indirectement, vu qu'on vit dans une société qui est tout le temps dans la croissance. Ouais, Ouais. mais c'est parce que c'est pas ça, la vie, Non. la croissance. Non. C'est pas ça. Genre, c'est utopique de penser ça. Puis on dirait que inconsciemment, on pense que ça doit être ça à tous les niveaux. Ah oui, T'sais? puis on s'est fait, je veux dire, on se fait comme, j'aime pas tant le mot brainwashing, mais c'est un peu ça, on se fait comme endoctriner, on se fait conditionner à penser qu'on doit toujours comme se discipliner pour être comme meilleur, puis réussir plus, puis faire plus d'argent, puis avoir plus de succès, puis tout ça. Alors que c'est vraiment un beau mensonge qui nous garde super productifs dans une société comme la nôtre, tu sais. Mais est-ce que ça nous rend vraiment comme heureux et, tu sais, en santé? Possiblement, probablement pas, tu sais. Non, c'est Mais ça. c'est beaucoup, justement, en m'intéressant à la culture des diètes puis en comprenant, tu sais, je m'étais pas tant posé les questions avant par rapport à la culture des diètes. J'étais comme, ben oui, j'y croyais que, ben effectivement, tu sais, t'as le corps que tu mérites, entre guillemets, puis si tu manges bien puis tu fais du sport, tu vas être une personne mince et musclée, ou, tu sais, ça va être comme ça. Fait que si t'es dans un corps plus gros, c'est nécessairement de ta faute, puis il faut que tu corriges ça, puis c'est ta responsabilité. Puis oui, on a le droit de rire de toi parce qu'effectivement, t'es une mauvaise personne qui fait des mauvais choix. J'y ai cru longtemps, ça, puis étant moi-même une personne qui vit dans un corps plus gros, j'ai passé ma vie à me taper sur la tête, à dire, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis un coup que tu prends un peu de recul, puis tu comprends la science derrière tout ça, c'est comme, non, la science est claire, là. Il existe toute une diversité de corps dans la nature, puis les facteurs qui vont déterminer ton poids sont extrêmement nombreux. Tu sais, bien manger, faire du sport, c'est important pour ta santé. Puis oui, ça peut avoir une influence sur ton poids, mais c'est vraiment pas la seule chose, puis c'est même pas la principale. Tu sais, c'est un facteur parmi d'autres. Puis un coup que j'ai commencé à avoir cette réflexion, je me suis dit, OK, quoi d'autre aussi dans ma vie? J'ai été conditionnée à penser qu'il était de ma faute, tu sais. Puis entre autres, ma tendance un peu vers, justement, tu sais, je sais que ma motivation est quand même plus fragile, je suis quelqu'un d'un peu désorganisé, j'ai besoin comme de me ramener souvent, comme de prendre du temps pour me remettre à niveau, puis tout ça, quand, tu sais, je perds le contrôle un peu chez moi, ça devient chaotique. J'ai toujours pensé que c'était parce que je n'étais pas disciplinée, puis à un moment donné, je me suis dit, ben non, tu sais, les cerveaux fonctionnent différemment, le mien fonctionne comme ça. Je suis une personne qui est plus créative, un peu plus inattentive. Un coup, tu le comprends, ça, puis tu comprends tes forces, ben, tu sais, c'est là que j'ai comme arrêté de me taper sur la tête aussi, puis je me suis dit, OK, mais je vais juste comme, tu sais, reconnaître, je suis comme ça fait partie de mes forces puis mes défis, puis qu'est-ce qui pourrait marcher pour moi, tu sais. Un peu la même chose avec le poids, j'ai lâché prise sur mon poids, mais je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, tu sais, sentir que je suis en santé. Puis je sais que ce qui me fait du bien, c'est d'aller marcher ou courir selon les journées, c'est pas tout le temps la même chose. Faire de la musculation, j'aime ça, j'aime le feeling que ça donne avant, après. Tu sais, puis manger full de légumes, cuisiner, tu sais, c'est toutes des choses qui me font sentir bien, puis je focus vraiment là-dessus. Après ça, mon poids, il va fluctuer. C'est comme ça. Mon niveau d'énergie fluctue, ma capacité de concentration fluctue, tu sais, puis je parle de moi, mais là, je pense qu'on est tellement à être comme ça aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est juste de se donner l'espace d'explorer comme qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, puis c'est vrai avec les diètes, mais c'est vrai dans l'organisation au quotidien, puis en cuisine aussi, tu sais. C'est beau de t'entendre parce que je trouve que ça démontre plusieurs facettes de ta tête de cochon. Et la première, c'est d'apprendre à s'écouter, puis à écouter un peu dans le développement aussi de l'alimentation intuitive que tu parles beaucoup dans ta série À plat ventre aussi, qui permet de mieux illustrer qu'est-ce que c'est la culture des diètes. Puis il y a comme ce désir-là d'aller de l'avant avec tout en étant bienveillante, mais en écoutant vraiment quelque chose intuitif que tu as en toi, que c'est comme, je pense qu'on a perdu ces repères-là où on n'est plus à l'écoute de ça, puis je trouve ça beau de t'entendre parler. Ah, ben là, merci, c'est vraiment apprécié. Mais oui, puis tu sais, l'alimentation intuitive, pour moi, ça l'a, tu sais, pour résumer un peu ce que c'est, l'alimentation intuitive, c'est une approche qui a été développée par des nutritionnistes américaines dans les années 90, puis ça se veut une solution de rechange aux diètes amaigrissantes. Donc, en alimentation intuitive, on apprend, en fait, à voir les aliments comme neutres. Tu sais, il n'y en a pas des mauvais ou des
des bons. Il n'y a pas d'aliments comme, entre guillemets, santé et d'autres qui ne le sont pas. Mais on apprend plutôt à se connecter à nos sensations corporelles, à être à l'écoute de nos besoins, à observer ce qui nous fait du bien. Puis en alimentation intuitive, au départ, si on était dans la restriction pendant des années, ça peut vouloir dire pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qu'on va se gâter, entre guillemets, se garrocher dans les aliments ultra transformés, du fast-food, des choses comme ça. Parce qu'on s'est empêché pendant des années. Puis, il faut garder confiance qu'éventuellement, notre corps va réclamer d'autres choses aussi. Moi, ça fait maintenant comme je pense, 3 ans que j'applique les principes de l'alimentation intuitive. Et je mange énormément de... Tu sais, j'ai des cravings de légumes, tu sais, spécifiques, là. Souvent, je suis comme, hey, là, j'ai vraiment envie de manger des choux de Bruxelles grillés. Puis c'est vraiment un craving qui est là, puis je l'écoute. Puis souvent, tu sais, quand tu as le privilège de pouvoir, comme, avoir accès à ces aliments-là, puis de savoir comment les cuisiner, c'est encore plus le fun, tu sais. Mais c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui nous fait du bien. Puis c'est aussi, des fois, de prendre des décisions un peu plus rationnelles aussi. Tu sais, mettons, tu le sais que... Je sais pas, tu as une grosse réunion l'après-midi, puis il y a une poutine qui a l'air vraiment bonne, puis il y a aussi comme peut-être un bol de grains ou légumes avec du tofu qui a l'air peut-être un petit peu plus équilibré, entre guillemets. Bien, c'est comme moi, je sais quand je mange une poutine comme ça, je sais que j'ai le goût de dormir après, tu sais. Versus quand je mange quelque chose de bien équilibré, j'ai plus d'énergie, puis je suis plus focus mentalement. Fait que tu vas faire le choix qui va te rendre service, tu sais. Ou tu sais, j'ai pas exactement faim maintenant, mais je sais que je pourrais pas remanger plus tard parce que je suis en tournage, quand je vais manger un petit quelque chose. Puis je vais apporter une barre-tendre, même si c'est pas ma barre-tendre préférée. Tu sais, je sais que c'est la chose bienveillante à faire, tu sais. Donc, puis moi, ça s'est répercuté sur plein d'autres trucs dans l'activité physique. Ça fait partie aussi de l'alimentation intuitive, là, d'essayer de trouver du plaisir dans le mouvement. Mais je me suis rendu compte, en fait, que, tu sais, oui, j'aimais ça aller courir, mais pas tous les jours. Puis ce que je fais, c'est que je m'habille pour aller courir. Puis souvent, je me finis par juste marcher. Mais genre, je vais marcher, genre, je sais pas, 7-8 kilomètres, mais en écoutant un livre audio, mais aujourd'hui, j'avais le goût de marcher. C'est plus ça que mon corps réclamait, puis ma tête réclamait. Puis si j'avais envie de courir, j'aurais couru, ou des fois, je vais courir, marcher. Puis ça s'est répercuté aussi, par exemple, sur l'alcool. Je me suis rendu compte que, tu sais, oui, j'aime ça boire un verre de vin, 2 des fois même, mais je me suis rendu compte que ceux d'après, c'était pas tant que j'aimais le feeling ou j'aimais même le goût, c'est juste parce que je voulais pas que la soirée avec mon ami se finisse, tu sais. C'est juste ça. Fait que là, t'apprends à... Ah, OK, mais, tu sais, je vais commander quelque chose d'autre, pas d'alcool. C'est tout, tu sais, la soirée se poursuit. Fait que, tu sais, ça t'amène à vraiment prendre du recul. Puis même chose dans l'organisation. Chez moi aussi, je me suis rendu compte, OK, là, je sais, mettons, que j'ai pas de fun à, je sais pas, ramasser la vaisselle le soir, mais je sais à quel point je me sens mieux le lendemain matin en me levant. Je me lève avec beaucoup moins d'anxiété si je sais que ma cuisine est prête à m'accueillir pour mon café, par exemple. Fait que tu fais le choix qui est bienveillant, tu sais. Fait que ça, pour moi, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses, tu sais. Fait que je suis vraiment reconnaissante de ça. C'est pas accessible à tout le monde, cette approche-là, tu sais. Pour plusieurs personnes, ça va nécessiter un accompagnement parce que si on a fait des diètes à répétition, qu'on a vécu avec un trouble alimentaire, par exemple, c'est possiblement que l'accompagnement va être essentiel, tu sais, avec une nutritionniste. Mais déjà, de s'intéresser à ça, c'est un bon point de départ, là. Ça m'amène à te parler un des grands virages de ta vie qu'on a comme effleuré, mais qui... parce que là, tu dis que tu pratiques cette forme, l'alimentation intuitive, que tu as intégré ça dans ta vie il y a 3-4 ans, mais en 2011, là, sans connaître ça, tu as quand même pris une grande décision suite à un voyage en France où, mon Dieu, le vin, les charcuteries, le fromage, tout, les rillettes, tout était là, mais... Ça a été un premier déclic dans cette transition-là vers un changement de mode de vie, là. Oui, complètement, oui. En fait, quand je suis allée en France, puis chez des amis que j'adore, qui m'ont accueillie comme une reine, mais on a mangé beaucoup de bonnes choses du sud-ouest français. Donc, tu sais, évidemment, beaucoup de charcuterie, fromage, du vin, justement du foie gras, des choses comme ça. Ça m'a, en fait... Puis à ce moment-là, j'étais en train de m'entraîner pour un demi-marathon, mais c'était pas mon premier, là. Puis j'étais bien préparée physiquement, là, tu sais, je m'étais beaucoup entraînée. Puis 2 jours après mon retour à Montréal, je courais. Puis ça n'a pas bien été. J'ai senti comme mon corps qui s'est comme figé. J'avais l'impression comme que mon foie m'en voulait personnellement.
Puis encore là, je sais pas si c'était mon foie ou, tu sais, tout mon corps, mais je me sentais vraiment pas bien. Puis je me suis dit, OK, il faut vraiment que je me fasse, entre guillemets, là, vous les voyez pas, mais je fais des guillemets comme une détox. Ouais. Je croyais à ces concepts-là à l'époque. Là. Maintenant, je dois rectifier, je ne crois pas au concept de détox pour le corps. Je crois à manger ce qui nous fait du bien, mais bon, une détox, là, notre corps le fait déjà très bien. Mais je sentais le besoin de changer mon alimentation, puis par hasard, un ami qui venait de courir un marathon, son premier comme végane, me dit « Hey, moi, je suis végane depuis comme quelques mois, tu devrais essayer ça. » Puis là, je suis tombée sur... L'ami m'a prêté un livre qui était The Kind Diet de Alicia Silverstone, la fille de Clueless, la fille des collégiennes de Beverly Hills, qui est c'est une femme qui est végane, mais tu sais, ce livre-là, tu sais, je pense qu'elle est encore beaucoup, mais elle est beaucoup, beaucoup dans le wellness, tu sais, le bien-être. Ce livre-là, c'était un livre de recettes. Tu sais, il y avait beaucoup de recettes véganes, mais macrobiotiques aussi. C'était beaucoup ça, son approche. Fait que, tu sais, c'était très comme pur, entre guillemets, clean eating, tout ça. Et il y avait aussi tout un volet sur l'éthique animale dans son livre. Donc, tu sais, moi, j'ai pris le livre puis j'ai commencé à lire là-dessus avant tout pour comme, ma santé. Mais ça n'a pas été long que j'ai commencé à m'intéresser à l'éthique animale aussi. Puis moi, j'ai fait le changement. Je suis passée de omnivore à végétalienne en comme une semaine. Mais ça, c'est fou, là. Oui. La seule chose, c'est que je m'étais donné la liberté de dire si je vais chez quelqu'un puis qu'il me sert de la viande, je vais en manger. Mais c'est arrivé comme dans les 2-3 mois qui ont suivi, c'est arrivé une fois au restaurant, je me souviens, j'avais pris du jambon avec mon déjeuner. Ben, du jambon puis des œufs, puis j'ai pris comme une bouchée, puis j'étais comme... Ah, tu sais, pour moi, c'était comme ça se mangeait pas. Puis, tu sais, comme 2 mois plus tard, genre à Noël, on m'avait servi de la viande, puis j'en ai pris une bouchée, puis je me souviens exactement, c'était un filet mignon au fromage bleu. Puis je me souviens, j'ai dit aux autres qui nous recevaient, c'était officiellement la dernière fois que je mangeais de la viande. Genre, c'était comme rendu clair, pour moi, c'était plus un aliment comestible. Fait que je suis contente de m'être laissé l'espace parce que j'ai jamais eu après ça eu le dire « Ah, puis ça serait bon, tu sais. » Tu sais, si tu mets un steak juteux devant moi en ce moment, je serais comme... Ben ça se mange pas, tu sais. C'est comme si tu mettais une brique puis t'es comme, elle a de l'air bonne. Je suis comme, ben non, ça se mange. C'est pas comestible ce que t'as mis devant moi. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est fait rapidement, mais j'ai commencé à m'intéresser à l'éthique animale. Puis dans les semaines qui ont suivi, en octobre 2011, il y a Élise Desaulniers qui a sorti son livre « Je mange avec ma tête », qui était vraiment un essai sur toute l'industrie, en fait, de l'élevage animal au Québec, notamment. Et ça m'a vraiment bouleversée, là. Puis elle le sait, là, Élise, là, j'en ai reparlé souvent, puis elle sait que ça l'a vraiment comme... Ça a complètement changé ma vision de l'alimentation. Puis il n'y a pas eu de retour en arrière depuis ce temps-là. Ça m'a vraiment, vraiment bouleversée. Puis là, je me suis dit, OK, non seulement, tu sais, je vais bien manger comme végane, mais comme végétalienne, mais en plus, je vais être végane. Fait que là, pas de cuir, pas de cosmétiques testés sur les animaux, tu visites pas les zoos, toutes des choses comme ça. Pour moi, c'était clair que je voulais plus du tout utiliser les animaux, tu sais. Ça a comme éveillé une espèce de compassion qui était comme... probablement toujours été là, mais que, tu sais, ça prenait quelque chose pour comme déclencher ça. Puis ça a été vraiment, tu sais, c'est très dur. Je pense que, tu sais, on n'en parle pas souvent, mais devenir végane, c'est une expérience qui est très lourde de sens, très lourde émotivement. En fait, tu viens un deuil, en fait. Tu sais, moi, je l'ai vraiment vécu comme un deuil. J'avais l'impression de devoir faire le deuil de ce que je pensais vrai jusqu'à ce moment-là. Tu sais, comme quoi les animaux sont heureux dans les fermes, puis tu sais, on les mange, puis ça fait partie de la vie, puis c'est normal, puis c'est délicieux. Puis je me suis comme sentie trahie. Puis là, je suis comme, OK, on m'a menti. C'est pas vrai que j'ai besoin de lait pour mes os. Quoi? Tu sais, on m'a dit ça toute ma vie. Fait que beaucoup de colère. Tu sais, puis tout dans les étapes du deuil. Tu sais, souvent, t'as comme... d'espèces de négociations avec la vérité, puis après ça, de la colère, puis éventuellement, t'es très triste de tout ça, tu sais, fait que, tu sais, je l'ai vécu ça aussi, beaucoup, beaucoup de tristesse, tu sais, face à comme, puis tu sais, te sentir impuissant, il n'y a rien que je peux faire, le système alimentaire brisé, blablabla, puis éventuellement, une espèce d'acceptation où est-ce que t'es comme, OK, moi, je vais me nourrir comme ça, puis je vais essayer de faire le mieux possible autour de moi aussi, pas nécessairement essayer de convaincre les gens, mais quand même, tu sais, d'essayer de sensibiliser les gens. Fait que, puis j'ai entendu beaucoup de véganes le dire aussi, mais c'est comme une expérience spirituelle aussi. T'as l'impression aussi de te connecter à quelque chose, tu sais, puis moi, je suis pas quelqu'un qui est religieuse du tout. Je me considère quand même un peu spirituelle, tu sais, j'aime ça, tu sais, me questionner sur le sens des choses, puis tu sais, j'aime ça, tu sais, voir comme le big picture, puis tout ça, mais
le véganisme, pour moi, ça m'a éveillée un peu spirituellement aussi. Je me suis dit, OK, tu sais, on est capable de faire des changements ensemble, tu sais, on est capable, tu sais, je suis capable de choisir la compassion à chaque jour, blabla. Fait que, tu sais, c'est très personnel comme expérience. Fait que, tu sais, je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais je sais qu'il y a beaucoup de véganes qui le vivent aussi, ça. Ou, tu sais, n'importe qui fait un changement axé sur la compassion, tu sais. Donc, ça a été comme beaucoup de bouleversements. Puis, je me suis toujours donné, tu sais, je pense que j'ai compris assez tôt aussi qu'on vit pas dans un monde qui est parfaitement végane. Puis j'ai vécu beaucoup d'anxiété à essayer de le faire parfaitement, tu sais, d'être parfaitement végane. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça fonctionnerait pas. Donc j'ai décidé de me donner la liberté. Puis dans les premières années, puis même, je l'ai écrit dans mon livre. Puis au début, je me suis dit, je vais pas l'écrire parce que les véganes vont m'haïr, mais je trouvais c'est important de normaliser ça. Dans les premières années où j'étais végane, je mangeais des œufs quelques fois par année quand j'étais, par exemple, en visite ou à l'hôtel. Tu sais, là, ça fait des années que j'en ai pas mangé parce qu'il y a de plus en plus d'options. Sinon, je m'organise mieux. Puis, tu sais, je suis comme moins attirée aussi vers ça. Puis, tu sais, j'ai une paire de bottes de cuir que j'ai achetées comme en 2014, je pense, quand j'étais végane, parce que j'avais besoin d'une paire de bottes de randonnée. Puis, je me souviens d'avoir comme pleuré en sortant d'un magasin parce qu'il n'y avait rien qui était confortable puis qu'il n'y avait pas de cuir. Puis genre, à faire de l'anxiété à magasiner des bottes d'hiver qui n'avaient pas de cuir, puis blabla, puis il y avait moins d'options à l'époque, tu sais. Puis c'était toujours été important pour moi aussi la durabilité, puis le confort, tu sais. Je voulais pas acheter quelque chose de cheap qui va me durer un hiver. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, garde, achète une paire de bottes de cuir, puis je sais que c'est comme en confrontation avec mes valeurs, mais j'étais comme, à un moment donné, j'essaie juste de faire le meilleur choix, puis quelque chose qui va durer, tu sais. Fait que, est-ce que j'en rachèterais des bottes de cuir maintenant? Non. Parce qu'il y a de plus en plus d'options, puis je suis rendue ailleurs dans mon cheminement, donc non, j'en rachèterais pas. Mais je les porte encore, ces bottes-là, puis tu sais, ça fait plusieurs années, puis sont encore comme fonctionnelles et tout ça. Fait que, tu sais, moi, je me suis donné beaucoup cette anxiété-là, puis je sais que beaucoup de gens vont la vivre aussi s'ils décident de faire le saut puis de devenir végane. Mais je pense que c'est vraiment important de se donner cet espace-là, tu sais, parce que on vit dans un monde qui n'est pas végane. Puis je suis tannée qu'on remette la responsabilité toujours sur un individu puis qu'on essaye comme de faire une espèce de, tu sais, de shamer les individus qui sont pas parfaitement véganes, alors qu'on a comme, c'est des changements politiques dont on a besoin, tu sais. Puis oui, on peut toujours faire de notre mieux, mais pour moi, c'est vraiment comment je peux faire de mon mieux, tu sais, dans la réalité qui est ici. Puis il y a plein de raisons qui font que le véganisme n'est pas accessible pour beaucoup de gens. Tu sais, moi, si j'avais une allergie au soya puis aux noix puis aux légumineuses... Ouais. Je sais pas comment je ferais pour me nourrir, tu sais. Puis après ça, aussi quelqu'un qui a une histoire de troubles alimentaires restrictifs, ça se peut que couper des groupes d'aliments, ça soit pas accessible pour cette personne-là pendant un bout. Mais ça veut pas dire que tu peux pas comme faire une différence. Tu peux acheter des cosmétiques non testés sur les animaux, tu peux t'acheter une sacoche qui est pas en cuir, tu peux faire un don à un refuge ou aller faire du bénévolat ou peu importe. Fait que, tu sais, moi, c'est le tout noir, tout bleu, tu sais, le tout noir ou blanc. Je trouve ça vraiment comme... C'est rassurant, là, le noir et blanc, mais c'est le gris est pas mal plus inconfortable, mais pas mal plus réaliste, tu sais. Puis ça fait que ça dure dans le temps après, tu sais. C'est plus nuancé. Beaucoup, oui, exactement. Puis ce qui m'a fait beaucoup rire en lisant ton livre, c'est que, il y avait un grand réapprentissage. Parce que là, il fallait que tu te réappropries ta cuisine, tu sais, les omelettes, les longes de porc, c'est fini, là. Sauf que, ce que peut-être plusieurs ne savent pas, c'est que, tu sais, tu faisais, puis probablement que tu en fais encore, mais il y avait beaucoup de place au gaffe, à la sortie, tu sais, t'es sortie de ta zone de confort, tu sais, ça fait qu'en plus de changer de mode de vie, c'est de réapprendre à t'approprier ta cuisine. Oui, c'est vraiment, tu sais, c'est comme apprendre, puis je le dis souvent, là, pour moi, comme adopter un mode de vie végane ou une alimentation végétalienne, c'est comme apprendre une nouvelle langue, tu sais. Fait qu'il faut que tu apprennes les bases, puis un coup que tu es capable, tu es confortable avec les bases, tu peux ajouter des choses un petit peu plus complexes, puis éventuellement, tout va se faire comme une seconde nature, ça va être vraiment plus facile, sauf certaines situations spécifiques. Mais oui, en cuisine, j'ai dû tout réapprendre, même carrément tout apprendre, parce que je suis pas quelqu'un qui cuisinait tant que ça avant, mais il y avait pas tant d'options, puis tu sais, c'était important pour moi de manger comme des choses cuisinées maison, donc j'ai appris à cuisiner, puis c'est là que j'ai ressorti un peu toutes mes aptitudes de créativité, puis essayer de faire un macaroni crémeux, mais sans fromage, j'étais comme, OK, ben c'était un peu comme quand je faisais des marionnettes, mais que j'avais pas de gun à colle chaude, tu sais. C'était comme, qu'est-ce que tu vas prendre, tu sais? Fait que
ça, j'ai vraiment du fun à créer. Puis, tu sais, je pense que c'est ça que les gens aiment dans ma cuisine aussi, c'est que c'est comme souvent des façons un peu différentes d'aborder un aliment. Tu sais, comme une recette que j'aime beaucoup dans le livre, c'est juste une sauce, comme une sauce style jaune d'œuf. Puis c'est vraiment, j'ai créé cette recette-là accidentellement parce que, tu sais, je recherchais beaucoup le côté comme visqueux, tu sais, du jaune d'œuf. Puis à un moment donné, j'avais comme accidentellement comme fait des patates pilées trop liquides. Puis ils étaient très visqueuses, tu sais, quand l'amidon s'est développé dans une patate, là, ça devient extrêmement visqueux, quasiment comme... Puis là, je me suis dit, attends, si j'allonge ça avec un peu plus de liquide, oh mon Dieu, ça a une texture comme de jaune d'œuf. Puis c'est là que j'ai écrit ma recette de sauce style jaune d'œuf à base de patates cuites que tu mets au blender avec comme un peu de curcuma, puis d'huile, puis de levure alimentaire, puis merci, bonsoir. Puis c'est super savoureux. Est-ce que c'est exactement comme un jaune d'œuf? Non. Est-ce que c'est aussi satisfaisant? Je pense que oui. C'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est accidentel. C'était comme, une patate, c'est visqueux. OK, parfait. Ça m'amène en fait au point où il y a 3 ans, on est à 3 ans à peu près, là, c'est que tu décides de te lancer dans le vide une autre fois, mais là, c'est au niveau professionnel. Ouais. Et moi, je veux comprendre comment ça s'est passé, là. Qu'est-ce qui... le cheminement que tu as fait pour te rendre jusque-là, puis on se rappelle que plusieurs années plus tôt, quand tu as décidé de changer dans un mode de vie vegan, tout était à apprendre, là. Ouais. Mais là, maintenant, tu souhaites le partager et d'en faire ta carrière. Oui. Ça a commencé vraiment comme... j'ai jamais eu comme un plan de carrière que je pense que je vais pratiquer comme une quinzaine d'années. Après ça, j'aimerais ça comme être dans les médias. Jamais, là. Tu sais, jamais. C'est vraiment que j'avais pas tant de communauté végane que je connaissais. J'avais pas d'amis véganes, vraiment, tu sais, à part comme quelques personnes que je connaissais. Puis c'est vraiment important, je pense. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent au niveau vegan. Trouvez-vous des amis, même si c'est en ligne, tu sais, des communautés. Suivez du monde sur Instagram, des groupes sur Facebook, mais tu sais, trouvez-vous une communauté de gens qui pensent comme vous puis qui ont envie de cuisiner comme vous, ne serait-ce que autant pour échanger une recette de boulettes que de sentir que t'es pas... Tu sais, mettons, tu reviens d'un souper de famille puis les gens ont ri de toi parce que t'es végane, mais avoir quelqu'un avec qui ventiler, qui va comprendre, blablabla. Fait que j'ai commencé à partager sur Instagram en 2000... Tu sais, c'était en 2011 que j'ai fait mon virage, puis j'avais Instagram depuis quelques mois à ce moment-là. Puis donc, je me souviens, tout l'automne, l'hiver qui a suivi, j'ai commencé à prendre des photos de ce que je cuisinais. Un peu pour me rendre aussi comme... Tu sais, me dire, OK, je veux pas tout le temps manger la même affaire ou manger des affaires plates. Fait que je veux comme documenter un peu des choses comme nouvelles que j'essaie. Fait que j'ai commencé à prendre des photos de ce que je cuisinais puis à mettre ça sur Instagram puis Facebook. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à me suivre, puis tu sais, ça a pris du temps, là, tu sais, mais ma communauté a grossi. Si bien que j'ai commencé à avoir des petits mandats en création de contenu, mais tu sais, genre, c'était vraiment comme, j'étais vraiment excitée, je recevais 125$ pour une campagne, puis j'étais comme, wow, hey, mon Dieu, je vais être riche avec ça, puis... Tu sais, c'était vraiment pas grand-chose, mais tu sais, on me demandait de créer des recettes véganes. Il n'y avait pas tant de créateurs de recettes véganes à l'époque non plus, surtout pas en français. Il y en avait beaucoup en anglais, mais il n'y avait pas tant de blogs ou des trucs comme ça. Donc, vraiment, la porte était ouverte. Fait que j'ai commencé à prendre des petits contrats comme ça pour le fun. Éventuellement, ça s'est mis à prendre beaucoup d'espace. Tu sais, j'ai touché à d'autres types de médias aussi. Puis là, tu sais, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, tu sais. Ce que j'aime beaucoup, tu sais, dans mon travail, j'aimais vraiment le contact avec les gens, c'est ce que j'aimais le plus, mais j'aimais beaucoup échanger, communiquer, essayer de trouver des solutions, tu sais, c'était beaucoup ça. Fait que c'était un peu la même chose que je pouvais faire dans ce métier-là, mais il n'était pas question que je quitte ma job, c'était genre 2 choses en parallèle que je faisais. Puis j'ai été approchée par beaucoup d'éditeurs vers 2018. J'ai été approchée par 7 ou 8 maisons d'édition. Et quand même! Oui, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait au niveau vegan, puis mon nom commençait à circuler comme beaucoup. Je commençais à m'établir un peu comme une référence. Puis là, j'ai été approchée, puis je me suis dit, crème, je préfère, là, ça serait vraiment cool, si je fais un livre. Mais même à ce moment-là, il n'était pas question de quitter mon travail. Mais je me suis rendu compte, en fait, à quel point il y avait quelque chose d'éteint en moi. Tu sais, au travail, j'avais l'impression d'être comme épuisée. Tu sais, j'avais l'impression après 16 ans, là, à travailler avec des gens qui vont pas nécessairement bien. C'est super gratifiant, mais mentalement, j'étais épuisée. Tu sais, émotivement aussi, je me sentais drainée. Puis j'avais envie, puis le 9 à 5 aussi. Tu sais, j'ai fait ça pendant les 16 ans, justement, tu travaillais
du lundi au vendredi. Dans les dernières années où je travaillais, j'étais rendue à un horaire de 4 jours, ce qui me permettait de me concentrer plus sur mes projets le vendredi. Mais quand même, tu sais, j'étais épuisée de ça. Puis c'est un peu un concours de circonstances. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Ma collègue, en fait, ma patronne qui travaillait, elle aussi, elle avait envie de faire un virage. Fait que, tu sais, ça impliquait qu'elle ferme la clinique ou elle transitionne la clinique. Puis j'étais comme, tu sais quoi, je pense que le timing est bon, je vais faire le saut, tu sais. Puis je vais voir qu'est-ce qui s'offre à moi. Mais j'avais, tu sais, moi, j'ai une hypothèque à payer toute seule. Puis j'avais comme rien de safe, là. Puis, tu sais, j'ai eu un salaire de professionnel pendant 16 ans. Mm-hmm. Tu sais, sécurité financière, tu sais, les banques t'adorent, là, dans ce temps-là, là. Fait que, tu sais, là, c'est comme, je me lance comme pigiste, OK. J'avais rien de safe, là, vraiment. Mais dans les mois qui ont suivi tout... Ben, en fait, j'ai pris la décision de quitter comme juste un peu avant Noël. Puis je savais que je me laissais 3 mois, là. Tu sais, donc janvier, février, mars, j'allais travailler, puis... Tu sais, 31 mars, OK, je termine. Puis je me suis carrément, tu sais, je me suis désaffiliée de la profession. J'ai créé la profession pour ça, je ne pratiquerai plus. Tu sais, je voulais vraiment faire une coupure. Beaucoup de gens me disaient, ah, ben, tu sais, on peut prendre une sabbatique. Puis, tu sais, dans mon ordre professionnel, tu as 3 ans, je pense, pour comme ne pas travailler, puis revenir après, puis tu peux redemander ton membership, le fait d'être membre, oui, excuse-moi, à l'ordre. Tu peux demander à rejoindre l'ordre sans examen ou supervision, mais après ça, c'est comme un peu plus complexe. Beaucoup de gens me disaient, ben, t'as juste à garder. Tu sais, au pire, si ça marche pas, tu reviendras. Puis j'étais comme, non, genre, j'ai pas envie de me laisser cette espèce de filet de sécurité. Mm-hmm. Puis fallait que tu sautes, là. Ouais, puis je m'étais dit au pire, tu sais, si je suis plus membre de l'ordre avec les compétences que j'ai, au pire, je pourrais me faire engager par une compagnie d'assurance, puis je pourrais réviser des dossiers papiers d'invalidité, je connais ça. Honnêtement, je serais un peu morte en dedans, là, si j'avais fait ça. Puis, tu sais, respect pour les gens qui font ça. vraiment, absolument. Mais avec ma personnalité, je sais que genre, je l'aurais fait comme ça aurait été une job alimentaire pour survivre, mais j'aurais vraiment pas été comme sur mon X. Mais bref, fait que, tu sais, finalement, tout s'est placé. J'avais fait comme 1 fois ou 2 des remplacements à Radio-Canada, comme sur le plateau de Midi Homme Large, les combats de chef, puis j'avais vraiment eu de la piqûre. Je me suis rendue compte que j'aimais vraiment ça à la radio, puis on m'a appelé comme en mars. Je me souviens, il me restait 2 semaines à travailler, puis on m'a dit, est-ce que ça tenterait de faire comme, tu sais, tout l'été, là, tous les mardis de l'été avec Stéphane Bureau, plateau alimentaire, une chronique à chaque semaine. Puis je suis comme, OK, oui, parfait, oui. Tu sais, c'est vraiment comme un beau défi comme tu sais, de rédaction puis de recherche puis tout ça. J'avais jamais vraiment fait ça, mais tu sais, j'étais comme, oh, Stéphane Bureau, tu sais, c'est impressionnant quand même. Tu sais, il faut vraiment que je maîtrise bien mon sujet. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis j'avais signé mon livre l'automne avant avec K.O. Édition. Que j'adore, puis qui m'ont, tu sais, en fait, on savait que le livre allait sortir en septembre 2019. Donc, je savais que j'avais le livre qui s'en va dans les prochains mois. Puis, en quittant ma job, ça me donnait comme 3 mois pour travailler sur le livre comme à temps plein. Puis, après ça, pas longtemps après, je pense en juin, on m'a approché pour Moi, je mange, en fait. On m'a dit... Tellement une belle émission! Oui. Puis c'est encore là, c'est un concours de circonstances. C'est genre un des recherchistes de Midi Homme Large qui avait donné mon nom pour que j'enregistre un épisode de Curieux Bégin où il cherchait quelqu'un de vegan. Puis à l'interne, à Télé-Québec, ils m'ont vu là, puis ils ont fait « Ah, mais là, crème, elle serait bonne pour l'émission qui est en pré-production. » On m'a approché, puis j'ai pas eu besoin de faire d'audition parce qu'ils m'avaient vu à Curieux Bégin. J'ai juste eu besoin d'aller faire un genre de test de chimie là, avec Stéphane, savoir si on t'entendait bien. Puis oui, ça a été assez instantané. Fait que là, je savais que j'allais commencer la télé, puis là, tu sais, fait que... Puis c'était un peu fou parce que je me souviens, mon livre est sorti genre Je pense que mon livre est sorti le 11 septembre, puis la semaine d'après, Moi, je mange, commençait. Fait que tout est arrivé dans la même déboulé, semaine. Là. Oui, je venais de faire mon été de radio, puis là, j'ai des contrats qui ont commencé à rentrer un peu plus. J'ai toujours eu comme Métro, comme ça fait comme plusieurs années que je travaille avec eux. Fait qu'au début, c'était des plus petits mandats, mais là, j'étais devenue plus comme une ambassadrice. Fait que, tu sais, un petit peu plus de sécurité financière aussi avec ça. Puis tout a comme déboulé depuis ce temps-là, puis j'ai pas eu de doute. Mais même, avant même que tout ça arrive, on dirait que je le savais comme que c'était la bonne chose. T'sais, mais j'ai jamais eu de doute que ça allait comme fonctionner, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Tu laissais ça aller, finalement. Oui, puis les affaires, honnêtement, j'avais pas tant peur que ça marche pas. Ce qui me faisait peur dans le fait de faire le saut, c'était des affaires genre...
OK, faire des taxes, comment qu'on fait ça? Là, je serais pas capable. Je vais garder mon emploi, c'est plus simple, genre. Mais là, faire tes impôts quand t'es pigiste, ça doit être complexe. Moi, je perds mes factures, je peux pas être pigiste, tu sais. Puis j'étais vraiment rendue là où comme... là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais si j'ai pas de contrat pendant comme une couple de semaines, une couple de mois, genre. Mais puis toutes ces affaires-là qui me faisaient peur sont toutes arrivées. Puis à chaque fois que ça se produit, t'es comme, finalement, t'es capable, tu sais, de gérer ça. Puis moins d'un an après mon saut dans le vide, la pandémie est arrivée. Et là, j'ai eu plein de contrats qui ont été annulés parce que j'avais beaucoup de démos culinaires, des conférences, des trucs comme ça. Puis on n'avait pas encore développé l'art de la conférence sur Zoom, là, tu sais. Ouais. C'était encore bien lointain. C'était bien loin. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis retrouvée vraiment comme pas de revenus pendant comme 2-3 mois, tu sais. Puis j'étais comme, OK, c'est intéressant, comme... Puis, tu sais, j'avais le privilège de pas trop avoir à m'inquiéter parce que j'avais pas tant de dépenses. Puis j'ai toujours quand même une gestion correcte de mon argent, pas extrêmement bonne, mais genre, tu sais, je suis pas du genre à faire des grosses folies. Fait que je pouvais me le permettre. Puis je me suis rendue compte, c'est la première fois dans ma vie d'adulte que j'ai comme rien au programme un mardi, mettons, tu sais. Parce que, tu sais, sinon, j'avais tout le temps travaillé non-stop. Puis j'ai combiné 2 jobs pendant longtemps, là, pendant peut-être 3-4 ans avant de laisser à temps plein. Laisser l'ergo à temps plein, en tout cas. Fait que, ouais, ça a été beaucoup de montagnes russes. Puis je te dirais encore aujourd'hui, le défi, c'est de bien doser le travail, la vie personnelle. Tu sais, surtout quand tu es sur les médias sociaux, c'est facile de pas avoir de limites. Puis quand aussi tu es en début de carrière, puis tu sais, même à mon âge, je considère que je suis même en début de carrière, tu peux pas tant dire non à beaucoup de choses aussi. Fait que tu vas dire oui à plein de trucs quitte à comme trop travailler puis te brûler. C'est un peu ce que j'ai fait, surtout l'année passée. Mais avec du recul, j'étais comme, le timing était là pour tout, là. Tu sais, c'était juste comme, fallait que je le fasse. Mais cette année, j'en ai pris plus, moins. C'est ça, ouais. T'as rebalancé un peu les là, choses. Genre, je peux venir ici un matin, puis je me sens pas comme « Oh my God, là, tout ce que j'ai manqué pendant ce temps-là, c'est comme non, je peux venir faire des choses comme ça, c'est le fun. » Ce qui doit t'amener quand même à avoir un meilleur équilibre. C'est ça un peu le défi aussi des pigistes. Ouais, vraiment. C'est facile de se perdre là-dedans, là. Tu sais, il y a comme... ça peut devenir étourdissant. En même temps, c'est tellement grisant. Il y a plein d'opportunités. Dire non à des choses, c'est qu'il y a tout le temps... ben là, tu sais, d'un coup, je dis non à ça, puis là, est-ce que je suis en train de manquer? Puis, tu sais, mettons, je me disais, des fois, si j'avais dit non à aller faire des remplacements à Médium Large, peut-être que j'aurais pas fait de télé, parce que là, c'est le recherchiste de là que j'ai mon nom. Après ça, je suis comme, non, tu sais, peut-être ça se serait fait par un autre chemin, mais tu sais, on ne sait jamais, mais... Oui, puis là, ton nom circule beaucoup plus, oui, là, c'est ça. Mais au début, je comprends, là, c'est ça. Comme, Mais là, depuis septembre 2019, j'ai une gérante, là, qui mon Dieu, une chance qu'elle est là. C'est comme une fée marraine, là, pour moi, puis elle est dans le milieu depuis comme une vingtaine d'années, puis elle m'aide vraiment à faire des choix de carrière, puis, tu sais, à dire oui ou non à certains projets, oui à, tu sais, des affaires plates, j'en négocier des tarifs, des choses comme ça, mais, plates, mais nécessaires, mais surtout, tu sais, elle me guide beaucoup, tu sais, ben là, est-ce que tu t'éloignes un peu peut-être de ta mission, comme c'est, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporterait de dire oui à ça, puis souvent, c'est elle qui va réfléchir, je suis comme, ouais, non, j'avais juste plus peur de dire non. OK, fait qu'est-ce qu'on dit non? OK, ouais, t'as raison, on va dire non. T'sais. Fait que c'est ça, c'est comme un peu, pas la voix de la conscience, là, mais tu sais, ça te permet de pouvoir réfléchir à voix haute, d'avoir un recul, ce qui, des fois, est pas toujours évident. Non. Puis, tu sais, moi, déjà dit, toi, t'es trop sensible pour ce métier-là. Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal, puis tu sais, puis si c'était juste de moi, tout le monde se parlerait, puis en toute transparence, mais comme, non, mais légalement, on n'a pas le droit de divulguer ce qu'il y a dans ton contrat ici à eux autres, on peut pas, comme, faut qu'on attende, fait que là, faut qu'on fasse comme si j'ai pas signé ce contrat-là, mais là, il y a eux, puis ça, puis elle est comme, non, gars, c'est de la business, ça, laisse-moi m'en occuper, tu sais. Mais c'est pour ça qu'elle me dit, t'es trop sensible pour ça, mais c'est pas un défaut, mais plus comme que, tu sais, il y a des... C'est une business, là. Ça reste une business quand même, tu sais. Fait que, tu sais, le show business. Mais ça reste une business, fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un de plus rationnel, tu sais, qui est capable, souvent, elle me ramène, puis des fois, je suis comme, hey, là, Sylvie, ça me rend vraiment anxieuse, là. Puis elle est comme, OK, mais là, c'est quoi qui te rend anxieuse là-dedans? Puis elle m'aide vraiment. Fait que, tu sais, merci, Sylvie. Oh, c'est une partner de rêve, là. Ah oui. Tu parles souvent du sentiment d'imposteur que tu as senti probablement au début parce que tu n'as pas nécessairement étudié là-dedans, tu n'as pas une formation de nutritionniste, mais
ta formation, on dirait qu'à force de t'entendre, ça te guide et ça aide et ça amène ta couleur, justement, Ouais. en tant que chef. Sauf que, comment t'as jonglé avec ça? Puis est-ce que c'est encore présent ou... Oui, ça a vraiment pas été... Ça a été vraiment ça, un des gros défis, le syndrome d'imposteur, justement. Mettons que je me retrouve sur un plateau, puis que la styliste culinaire qui est là juste pour me placer les trucs pour que moi, je démontre la recette à la télé, elle connaît ça plus que moi. Puis, tu sais, c'est moi qui va comme récolter les mérites, genre, comme, ah oui, c'est ma recette, puis checker la technique, c'est ça, mais elle me l'a enseigné 5 minutes avant, genre. Tu sais, des fois, il y a ça, tu sais, parce que moi, j'ai pas une formation en cuisine, genre, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai jamais travaillé en restauration ou un service traiteur, rien de tout ça. J'ai juste appris à cuisiner dans ma cuisine. Puis il y a des termes culinaires comme que j'ai appris, tu sais, parce que ça m'intéresse aussi. Mais oui, je me sentais, en fait, je pense que je l'ai comme faké, que je connaissais ça plus que je le connaissais, juste pas parce que je pense que c'était essentiel, mais juste pour me sentir moins comme poche à côté de gens qui avaient de la formation. J'essayais d'avoir l'air comme de maîtriser des techniques parfaites de coupe, puis je me pratiquais avec des vidéos sur YouTube, tout ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, ben, tu sais, il n'y a rien de mal à vouloir parfaire tout ça, puis tu sais, j'adore apprendre, puis notamment dans mon 2e livre, je partage beaucoup des techniques culinaires que j'ai apprises, puis tu sais, c'est quoi, mettons, la réaction de Maillard, tu sais, un coup, tu comprends ça, c'est vraiment cool en cuisine de la comprendre puis de savoir comment l'exécuter puis tout ça. C'est quoi? Mais là, faut pas que tu nous l'expliques. C'est une réaction chimique, en fait, où est-ce que les sucres puis les protéines d'un aliment réagissent sous l'effet de la chaleur. Fait que ça fait comme, un peu comme une caramélisation, mais il y a aussi comme une réorganisation des molécules de saveur. Donc, ça donne un petit goût comme... un petit goût vraiment profond, tu sais. Fait que c'est plus qu'une caramélisation. C'est ce qui fait, entre autres, avec le tofu magique, tu sais, que ça goûte vraiment bon. C'est beaucoup... Il y a une réaction de Maillard qui se fait avec la levure alimentaire, le sirop d'érable, notamment, en surface du tofu. Fait que c'est ces genres de choses où ça se fait beaucoup avec la viande aussi. C'est un steak grillé, là, tu sais, qui va être plus savoureux qu'un steak cru, mettons. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Mais un coup, tu apprends ces techniques-là. Moi, je les apprends maintenant parce que je trouve ça intéressant. Mais au début, j'étais comme, ah, là, il faut que je fasse à croire que je connais ça. Fait qu'il y avait un peu de ça. Puis aussi, vu que je parle de la cuisine végane, on l'associe souvent comme une alimentation saine. Donc, on s'attend à ce que je sois comme nutritionniste puis que je dise aux gens quoi mettre dans leur assiette. Mais non, tu sais, je suis pas nutritionniste. Ça a toujours été important pour moi. Puis je pense que le syndrome de l'imposteur vient aussi beaucoup du fait que quand tu travailles comme professionnel de la santé, puis ça, je pense n'importe qui est professionnel pourrait le dire, tu apprends dès l'université, dès le début de ta formation que toi, c'est ça, ton rôle, puis tu dois pas aller empiéter dans le rôle des autres, tu sais. Tu apprends à travailler en équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire, puis tu apprends à dire, genre, stay in your lane, tu sais, reste dans ta voie, là, tu sais. Puis c'est tout à fait bien que ça soit comme ça, parce que tu veux pas comme... je sais pas, le physio qui donne des recommandations nutritionnelles à quelqu'un sans connaître, mettons, la médication qu'il prend ou des choses comme ça, tu sais. Fait que tu veux vraiment que chaque personne reste dans sa ligne selon en quoi ils sont compétents. Fait que comme ergo, j'avais beaucoup appris ça, puis c'était beaucoup, ah non, ça relève pas de mon expertise, je peux pas comme m'avancer là-dessus. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, je suis pas, moi, j'étais ergo, là, fait que je suis pas chef, je suis pas nutritionniste. Il y avait beaucoup de créateurs sur les médias sociaux aussi qui sont des photographes ou des stylistes culinaires à la base. Fait que ce qu'ils faisaient, c'était extrêmement beau, genre, avec des bonnes caméras. Puis, tu sais, vraiment, ils ont l'œil. Puis j'étais comme, OK, mais je suis pas styliste non plus. Tu sais, je suis capable de faire de quoi de cute, mais genre, je suis pas photographe. Tu sais, je fais de mon mieux, mais c'est pas ça mon métier. Fait que, tu sais, j'étais comme, je me situe où là-dedans? Puis je me suis rendu compte que, justement, avec ma personne, puis ma formation, puis mon histoire, ben ça me mettait dans une position unique pour aider les gens qui voulaient faire une transition, tu sais. Autant faire une transition vers le végétal, faire une transition vers une alimentation comme un petit peu plus bienveillante, retomber en amour avec la cuisine. Tu sais, c'est toutes des choses qui m'intéressent, en fait. Tu sais, rendre la cuisine plus accessible, tout ça, tu sais, se réapproprier la cuisine, s'ils sentent qu'ils sont pas nécessairement bons. Fait que, tu sais, puis je pense que, tu sais, c'est cool que ça existe le milieu gastronomique puis qu'on ait des compétitions culinaires, puis c'est vraiment le fun. Mais c'est pas ça, la cuisine, tu sais. Puis c'est pas ça, la cuisine de tous les jours, non, là. Puis, mais il faut qu'on s'alimente. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est une forme d'art, tu sais. Puis je ferais un parallèle un peu avec ça, avec, mettons... Puis je faisais souvent un parallèle avec des clients, tu sais. Je leur disais, tu sais, t'as pas besoin, mettons, de triper sur la coiffure pour être minimalement autonome pour prendre soin de tes cheveux, tu sais. Puis il y a du monde qui vont tellement aimer ça, la coiffure, qui vont faire des formations, faire des vidéos YouTube. Puis là, si, mettons, ils ont une occasion...
un mariage qui s'en vient, ils vont se pratiquer pendant plein de fois, ils vont se filmer, puis éventuellement, le jour de l'événement, ils vont se faire une super coiffure. Puis ils ont vraiment trippé à faire ça, tu sais. Puis moi, ça m'intéresse pas vraiment, la coiffure. Par contre, est-ce que ça veut dire que je suis pas capable de me passer un coup de peigne ou de me laver les cheveux? Non. Tu es capable de faire le minimum pour que ça soit comme pour que tu sois autonome, tu sais. Après ça, peut-être si tu as envie de pousser ça un peu plus loin, c'est cool, tu sais. Puis dire, hey, check, je me suis fait une couette, le fun, j'ai vu ça sur Pinterest, c'est cool. Mais je pense que pour la cuisine, c'est un peu la même chose, tu sais. Il y a des gens qui vont tellement triper sur la cuisine qu'ils vont être comme, hey, là, je regarde le Food Channel, puis genre, je check tous les sites, puis j'ai plein de livres, je les collectionne, j'essaie des nouveaux trucs à chaque semaine. C'est vraiment cool, c'est un loisir rendu là, mais à la base, c'est une activité comme... c'est une activité de soins personnels, ou c'est une activité domestique, mais c'est une activité de soins personnels, c'est pour prendre soin de soi à la cuisine, beaucoup. Fait qu'est-ce que je peux faire minimalement, tu sais, pour être autonome? Puis pour certaines personnes, ça va être d'assembler des ingrédients, tu sais, prendre une salade précoupée, puis du tofu pré-mariné, puis une vinaigrette du commerce, puis ça va être ça, la cuisine, puis fine, genre, tu sais, ça se peut que ça soit ça pour toi. Puis d'autres qui vont vouloir aller plus loin puis apprendre des techniques, tu sais. Fait que c'est là que je trouve ça intéressant je trouve ça important de trouver où notre zone, puis, tu sais, c'est là que je me dis, là, j'ai vraiment un message comme, en fait, une position unique pour aider les gens là-dedans, tu sais. Oui, vraiment. Puis ta définition, en fait, je l'ai sortie. Tu dis cuisiner, c'est résoudre un problème simple. C'est voir des aliments se métamorphoser sous nos yeux. Il s'agit de l'une des rares activités quotidiennes engageant les 2 mains et les 5 sens. Elle permet de vivre une réussite concrète en quelques minutes. Ouais. Je trouve ça tellement fort, là, parce qu'en fait, ça dit tout. Puis ça permet autant de pousser plus loin que de garder ça simple à l'essentiel, mais ça reste ça. Oui. Je pense qu'il faut garder ça en tête. Oui, c'est que ça a le potentiel d'être autant une tâche pénible que quelque chose qui va nous nourrir, en fait. Puis en ergo, il y a un concept qu'on appelle l'activité signifiante. Dans mon temps, on l'appelait l'activité significative, mais là, le terme correct, c'est signifiante. C'est l'activité qui a du sens pour nous. C'est une activité qui va vraiment nous nourrir comme cognitivement, émotivement, même spirituellement, tu sais. On va sentir qu'on a comme accompli quelque chose. On sent qu'on aide quelqu'un, on sent qu'on s'aide nous-mêmes, on sent que ça fait du bien. Puis, plus on a d'activités comme ça dans nos journées, plus nos journées sont satisfaisantes, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être des grandes affaires, ça peut être juste, t'es allé te chercher un café, puis au lieu de scroller sur ton téléphone dans le fil, t'as comme pris le temps de sourire à des gens, puis t'as eu une interaction vraiment le fun avec le barista, mettons, puis « bonne journée », blabla. La simple activité d'aller chercher un café, ça peut être avoir quelque chose qui, à la limite, c'est comme « Ah, ça me redonne foi en humanité. Les gens sont gentils, tu sais. Oui. L'entraide est possible. Le monsieur, il voulait une napkin. L'autre madame, il a donné. Wow, c'est beau, tu sais. » Fait que la même activité, fait que c'est pas de rajouter des... Puis tu sais, je pense qu'une erreur qu'on fait, parce qu'on se fait beaucoup marteler ça, c'est que là, il faudrait rajouter du mindfulness. Il faudrait rajouter des grands projets puis des trucs qui nous nourrissent spirituellement dans nos journées. Puis il faut en rajouter puis en rajouter. Mais alors que des fois, on peut juste transformer ce qu'on fait déjà, tu sais, comme l'exemple du café. Mais en cuisine, pour moi, c'est un peu ça, tu sais. On veut faire du mindfulness, mais on n'aime pas ça être assis sur un tapis de yoga en écoutant des tu sais pas, des petits tambours, genre, ça nous allume pas. Bien, peut-être que juste de dire, OK, bien, moi, quand j'en viens de travailler, mettons, c'est un moment comme sacré, j'ai pris une petite collation pour pas avoir trop faim, je mets comme un podcast que j'aime écouter ou une playlist que j'adore, puis je fais tout comme ma préparation de souper tranquille, genre, tu sais. Puis ça, c'est mon moment, tu sais. Fait que, mais ça, c'est possible quand ta cuisine est le fun, quand, tu sais, as accès à des bons aliments, tu sais, quand, tu sais, couple de conditions se réunit. Fait que des fois, au lieu de dire, OK, bien, je vais rajouter des autres choses dans ma journée, qu'est-ce que je peux transformer? Puis cuisiner puis manger, on n'a pas tant le choix de le faire. Fait que aussi non, bien, on n'a pas vraiment le choix. quand c'est possible, encore là, pas tout le temps. Là, tu sais, même moi, je veux dire, je suis pas tout le temps méditatif, cuisiner. Là. Des fois, je te fais ça sur un coin de comptoir assez vite, là, puis c'est comme, OK, il faut juste que je mange quelque chose, merci, bonsoir. Là. Des fois, ça me tente pas pantoute, puis c'est bien correct. Là. Mais je sais comme... Mettons que j'ai pas, j'ai une journée où, je sais pas, ça va moins bien, puis on en a tous des journées comme ça, ben OK, je vais comme me préparer. Moi, une activité que j'adore faire, c'est faire de la pizza, tu sais. Fait que là, tu sais, dans l'après-midi, je vais faire ma pâte, je vais la laisser lever, je vais faire même mon fromage, parce que quand t'es vegan, faut que tu fasses comme ton propre... Ben, tu peux en acheter, mais j'aime ça faire mon propre mozzarella, mettons. Puis que là, je vais faire ma sauce, puis là, après ça, OK, lequel légume je vais mettre là-dessus, blablabla.
Puis après ça, comme je vais l'assembler, pour moi, c'est comme une activité vraiment le fun. Mais oui, c'est sûr, c'est plus simple de t'en faire décongeler une. Mais là, j'avais pas le goût de décongeler une pizza. J'avais le goût de faire de la pizza, c'est une activité, tu sais. Fait que bref, c'est ça. C'est juste de transformer des fois comment on fait les choses, tu sais. Même si c'est pas toujours facile, mais des fois, c'est des choses simples. De création, parce que là, de plus en plus, tu dois autant développer des recettes pour différents projets, mais pour ton bien-être aussi, pour continuer d'avoir du plaisir là-dedans. L'inspiration, elle vient d'où? L'inspiration, elle vient beaucoup de elle vient des saisons, tu sais. J'essaie beaucoup de suivre les saisons. Elle vient beaucoup de mes envies aussi, tu sais, mes cravings. Ça vient beaucoup aussi du fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire en cuisine végane. Donc, souvent, je vais voir un plat qui n'est pas végane, puis je vais comment je pourrais l'adapter, tu sais, en cuisine végane, ou comment je pourrais faire ça, mais avec un légume, par exemple. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... C'est beaucoup ce que j'ai envie, c'est les saisons, puis c'est aussi les choses qui existent déjà, mais que j'ai envie d'adapter, disons, pour que ça me convienne comme végane. Des fois aussi, c'est juste carrément... des fois, j'ai des flashs là, comme ça, puis souvent, ça me vient comme en marchant ou en courant. C'est là que j'ai des idées. Fait que je m'arrête, puis comme je prends un mémo vocal, puis on pourrait essayer ça, c'est ça. Puis des fois, ça m'arrive aussi d'avoir de l'inspiration pour des recettes chez moi, et je te jure, je pars à courir vers l'épicerie pour acheter ce qu'il faut, parce que j'ai trop hâte de le tester. Je suis vraiment comme un peu comme très... Quand la motivation est là, je suis comme OK, ou sinon je marche d'un pas décidé, là, puis là, je suis comme mon Dieu, ils ont pas ça. Moi, là, je voulais des câbles, non, il y en a pas. Puis, tu sais, j'ai vraiment comme des flashs, puis souvent, j'ai des super bonnes idées, puis là, je les essaie, puis comme ça marche pas pantoute, là, c'était comme une fausse bonne idée, là. Mais au moins, tu vas l'avoir essayé. Testes, mais des fois, tu dois tomber sur des révélations. Ah oui, mais comme, tu sais, le jaune d'œuf de patate, là, c'est un exemple. Là. Mais sinon, oui. Puis sinon, tu sais, c'est sûr que j'aime beaucoup aussi regarder comme, tu sais, du côté de toutes les cultures aussi, ce qui se fait, parce qu'on a une vision tellement comme eurocentrique de la gastronomie, là, tu sais. C'est comme, c'est l'italien ou le français, là, c'est ça qui est enseigné même à l'THQ, là, t'as le choix entre les deux, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on a beaucoup cette vision-là, mais au Canada, je pense qu'on est beaucoup ouvert aussi sur de la cuisine de partout, mais encore là, souvent, on connaît peut-être 2-3 plats de chaque culture, alors que, tu sais, il y en a des centaines, des milliers. Fait que, tu sais, j'essaie de voir aussi ce qui existe aussi, puis de m'en inspirer, tu sais, en toute humilité, là. De dire, OK, je prétends pas que c'est aussi bon, là, mais comme je trouve ça intéressant de combiner ces ingrédients-là, puis voici un plat inspiré des saveurs de tel plat, tu sais. Fait que ça m'allume vraiment beaucoup. As-tu l'impression que quand tu crées, plus tu crées ou tu laisses aller ça, plus... C'est comme un muscle, on s'entraîne finalement. Oui, c'est comme un muscle, puis comme un muscle, il faut que tu le laisses te reposer. Oui, aussi. Oui. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis tu sais, tu vois, comme là, cette semaine, je suis en mode création, beaucoup, tu sais, d'idéation, en fait, parce que je suis revenue de vacances comme cette semaine. Fait que j'étais vraiment en mode idéation. Puis l'idéation va me venir souvent, tu sais, oui, chez nous, devant, mettons, mon carnet de notes, puis là, des fois, j'écris des trucs, mais j'étais comme, non. Fait que, tu sais, la journée, il fallait que je fasse beaucoup d'idéation, j'étais allée marcher, tu sais. Puis j'ai eu mes flashs, là. Ils sont comme pas mal tous venus. Puis il y en avait un qui me manquait, puis c'est le lendemain matin, en allant genre à l'épicerie, j'étais comme, ben oui, ça va être ça. On dirait que des fois, c'est quand tu te concentres pas directement là-dessus, tu actives ton corps, tu fais autre chose, puis là, ça pop, c'est fascinant. Puis, tu sais, dans les métiers créatifs, tu sais, surtout quand t'es pigiste, entre autres, je pense que faut que tu te donnes ce loisir-là. Puis je pense que les gens qui le font, ce métier-là, depuis longtemps, ils l'ont compris, là, c'est que tu peux pas être constamment en mode production. Non. Faut que tu laisses comme ton cerveau respirer, là. Puis, fait que moi, puis tu sais, par exemple, je me suis rendu compte que entre 2 et 4 dans l'après-midi, je suis vraiment pas à mon plus productif. Mon attention chute beaucoup, mon niveau d'énergie, ma motivation. Fait que, puis souvent, il fait beau à cette heure-là aussi, le soleil il est un peu moins fort, puis tout ça. Fait qu'à cette heure-là, souvent, entre 2 et 4, c'est l'heure où je vais genre courir, marcher, faire les courses, tu sais, donner rendez-vous à quelqu'un pour quelque chose. Tu sais, j'ai comme compris que c'était mon heure, tu sais. Puis là, encore là, je suis pigiste, je suis vraiment chanceuse de pouvoir le faire. Mais c'est souvent dans ces moments-là que j'ai genre des flashs qui apparaissent, tu sais, quand tu relâches un peu. Tu sais, t'as pas des flashs en répondant à des courriels, genre, puis à des commentaires sur Instagram. C'est pas vraiment inspirant. Non. C'est comme un autre canal là, qui est sollicité. Là. C'est pas le créatif. Puis même, tu vois, comme quand j'étais en écriture de mon livre, ce que je fais, c'est que je mets sur mute tous les comptes de bouffe que je suis, je les mets sur mute pour pas les voir sur mes médias sociaux, parce que sinon, ça fait juste comme... Bien, probablement,
tu peux te laisser influencer, puis genre, pas avoir envie de copier, mais des fois, c'est comme, ouais, mais tu sais, pourquoi j'ai pas pensé à faire ça, puis là, tu te sens pas. Oui, il y a comme la comparaison c'est que ça. tu veux pas. Puis, tu sais, puis, ou genre, tu sais, j'ai pas envie de juste faire son idée à elle puis de la modifier un peu. Je veux vraiment trouver ma propre idée. OK, fait que non. Tu sais, fait que je mets tout ça sur mute parce que sinon, ça vient un peu contaminer, là. Mais en général, ça me vient vraiment, justement, quand je suis pas en train de... Puis après ça, je reviens, puis j'écoute mes messages vocaux ou les notes que j'ai prises, puis là, je remets tout ça comme... tu sais, j'envoie par courriel, qu'est-ce que tu penses de ça? OK, parfait. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est important de le comprendre qu'il faut se laisser respirer là, pour de la créativité, là, parce que ça vient pas... c'est un muscle qui va s'épuiser, là, justement. On ne peut pas être ensemble puis ne pas parler du tofu magique. Je sais qu'on t'en parle tout le temps, on te bombarde avec ça. Je suis pas fâchée de ça. Mais on en entend de plus en plus parler, souvent. La fille du tofu magique, on l'entend régulièrement aussi. Puis... Tu sais, à ceux qui sont moins dadons avec le tofu, là, moi, j'en entends encore dans mon entourage. Mais non, il faut qu'il soit bien apprêté, tout ça. Ça goûte à rien. Non, c'est ça. Comment tu convaincrais les sceptiques, ou en tout cas... Oui, bien, tu sais, sans les convaincre, mais juste de, peut-être les inviter à l'ouverture. Absolument. Maintenant, oui, absolument. Mais oui, bien, en fait, le tofu magique, c'est une recette que j'ai créée parce en fait, surprenamment, je mangeais pas tant de tofu avant, je trouvais pas ça particulièrement bon. Je trouvais ça bon dans certains contextes, je trouvais ça bon, genre sur le barbecue, mettons, ou tu sais, certaines recettes marinées, mettons, je trouvais, tu sais, comme marinées, mais comme en feta, mettons, je trouvais ça bon. Mais genre, je trouvais toujours que c'était décevant, comme quand on le faisait à poêle, puis tout ça. Puis sinon, pour pas que ce soit décevant, les consignes, c'était tout le temps, ben là, fais-le comme... pressé au moins une demi-heure, puis là, comme, faut que tu le fasses mariner au moins 2 heures, mais là, faut que tu le fasses presser avant de le faire mariner. Puis là, je suis comme, OK, mais là, c'est un projet, là, manger du tofu. Puis je me suis dit, je veux vraiment trouver une recette que je vais pouvoir faire, que si je décide j'ai envie de manger du tofu, quelques minutes après, je suis en train de manger du tofu, genre. Puis, fait que, tu sais, c'est là que c'était là ma motivation de créer une recette comme ça. Puis, tu sais, en équilibrant les saveurs, justement, l'acidulé, le sucré, le salé, l'umami, c'est là, en fait, que la magie est comme apparue. Puis c'est vraiment comme au 2e essai que je trouvais que la recette était bien, bien dosée. Puis j'ai commencé à m'en faire régulièrement, puis à la partager. Puis, tu sais, ça a levé quand même. Au début, les gens étaient comme « Ah, ça a l'air le fun! » Mais c'était en mars 2018 que je l'ai publié la première fois. Puis c'est vraiment comme en janvier 2019 que ça a levé. C'est devenu comme viral. Parce qu'à ce moment-là, il y avait... le pacte pour l'environnement a été fait comme à l'automne 2018. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient comme signé le pacte puis étaient comme « Je veux vraiment manger moins de viande. » Puis en janvier, il y a toujours comme l'espèce de retour à... Oui, les résolutions, oui, c'est ça, là. Mm-hmm. Genre, ça a coûté cher, j'étais comme « Je veux des options moins chères. » Fait que là, puis il y a comme quelques influenceuses, genre des YouTubers, là, genre, je me souviens, genre Alexandra Larouche, Hélène Duquette, tu sais, qui ont genre... partager le tofu magique dans leurs stories. Et là, j'ai gagné, genre, comme plusieurs milliers d'abonnés en comme quelques jours. Puis là, les gens me parlaient du tofu magique tout le temps. Puis là, ça a vraiment commencé, genre. Fait que ça, c'était en 2019, comme ben, en fait, l'année où j'ai sorti mon livre, l'année où j'ai quitté ma job, tout s'est fait comme cette année-là. Puis on a travaillé juste avant la pandémie avec ma collègue gérante Sylvie. On a commencé à travailler pour le commercialiser. Parce qu'on se disait que ça répondrait vraiment à un besoin, tu sais. Fait qu'en janvier 2020, on s'est mis là-dessus à essayer de contacter des usines et tout ça. Puis là, tout a été mis sur la glace, évidemment, là, avec la pandémie. Mais on s'est remis là-dessus en 2020... Non, en 2000... À la fin 2019, en fait. Non, à la fin 2020. C'est ça, à la fin 2020. Ça a pris presque 1 an, dans le fond, là, comme pour trouver les bonnes personnes. Puis on a trouvé vraiment un super partenaire, là, sur la distinction. C'est des bons grains de tofu québécois. Il est fabriqué à Laval, il est transformé dans le Myland. Genre, c'est vraiment comme... Avec juste des ingrédients locaux, sauf la levure alimentaire, parce qu'on n'en produit pas en grosse quantité ici. Mais c'est genre du sirop d'érable du Québec, vinaigre de cidre, blablabla. Fait qu'on c'est vraiment un beau produit. Puis moi, en fait... Tu sais, ma mission avec ce projet, c'est de rendre ça plus accessible, tu sais. Puis je sais que c'est une recette qui est super facile à faire. Elle est fun à faire. Elle est fun à faire. Oh, oui. On peut la faire cuire, genre, dans la poêle, dans le air fryer, qui est ma méthode préférée, au four, blablabla. Mais c'était justement pour répondre aux besoins de... Tu sais, même moi, je sais que des fois, j'ai pas envie de cuisiner, tu sais. Puis je vais me faire, mettons, t'as le goût de te faire, genre, une soupe ramen, là. Mais...
Puis des légumes congelés, là, des légumes, je sais pas, des légumes asiatiques congelés, puis là, tu mets ça dans ta soupe. Puis j'ai comme, ouais, ça manque un petit quelque chose, mais là, j'ai un sachet de tofu magique qui est prêt à être utilisé. Ou genre, j'ai envie d'une grosse salade, mais tu sais, c'est pas assez soutenant, fait que là, t'as comme du tofu magique. Fait que moi-même, j'en achète souvent. Je suis comme fan de un mon rabais? Non, non, tu sais, je pourrais comme aller à l'usine, peut-être m'en chercher. Mais non, je m'auto, puis après ça, je suis comme ça, c'est du self-love. Ouais. Genre, Ah, tellement, là! dans ta propre, puis j'ai pas travaillé, je suis toujours un peu gênée à la caisse, là, je suis comme, tu sais, la caissière, puis je suis comme, bonjour, ben comme, elle me regarde souvent, yes, j'en ai 2 boîtes, madame. Mais, je l'aime vraiment, mon tofu. Mais c'est parce que, tu sais, puis je sais que ces genres de produits, c'est sûr que c'est moins abordable que si tu le fais toi-même. Mm-hmm. C'est normal, puis je veux dire, il n'y a pas des grosses marges de profit, là. Tout le prix, ça va dans le coût des ingrédients, puisqu'on a des bons ingrédients, puis tout ça, puis tout le processus de distribution, ça coûte extrêmement cher. Oui, c'est sûr, avec là. le prix du gaz et tout ça. Fait que c'est vraiment pas simple. Encore là, si on m'avait dit un jour que je serais entrepreneur comme ça, j'aurais dit non, ça n'arrivera pas. Puis là, encore là, avec les bonnes personnes, puis on s'est lancé là-dedans, puis c'est un apprentissage. Je suis pas dans une zone de confort, là, vraiment pas, mais je suis super bien entourée avec des gens qui, eux, savent ce qu'ils font. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de me concentrer plus sur la création, là. OK. Oui, c'est ça, de te concentrer sur ta force, mais de t'entourer des gens qui ont les forces complémentaires pour gérer ce genre de projet-là. Exactement. Puis moi, c'est vraiment quelque chose, je me suis rendu compte aussi, puis c'est une des choses aussi qui m'a motivée à faire le saut aussi de changement de carrière, c'est que c'est un travail. Bien, moi, je travaille en cabinet privé, donc c'est très solitaire comme travail. Tu sais, je travaille pas en équipe multi ou interdisciplinaire. Puis moi, je suis quelqu'un qui s'allume au travail d'équipe. J'adore le travail d'équipe. Bien, surtout avec des gens qui sont aussi motivés que toi, là, tu sais, sinon ça peut être frustrant, évidemment, le travail d'équipe. Mais j'adore ça, puis c'est ce qui me fait le plus triper en télé, tu sais, dans tous les projets que je fais, tu sais, le tofu magique, tout, là, c'est ce qui me fait le plus triper, c'est le fait de travailler en équipe. Là, j'ai joint l'équipe de Mordu aussi. Oui! Là aussi, ça, c'est comme, je travaille avec une équipe géniale, genre, on brainstorm des idées, j'ai du feedback, tu sais, je leur suggère des choses, eux autres aussi, pour d'autres mondes de l'équipe. C'est vraiment, je triple. J'aime vraiment ça, travailler en équipe. C'est vraiment un beau projet. Ouais. Un rêve dont tu souhaitais, qui est ton premier livre, je l'ai à côté de moi, qui était peut-être c'est difficile à dire, à savoir si c'était un rêve, est-ce que c'était réalisable ou pas, mais c'était quand même présent. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu disais, moi, je serai jamais satisfaite quand je vais avoir écrit un livre. En fait, tu pensais que tu allais être satisfaite puis que tu allais pouvoir mourir tranquille, mais que dans le fond, non. Tu veux en écrire un deuxième, tu veux qu'il soit meilleur. Et là, tout ça là-dedans, est-ce que tu as quand même ressenti une fierté à sortir ton premier livre? Oui. Puis là, de te challenger, tu sais, comment tu jongles avec tout ça? Parce que finalement, il peut toujours avoir plus, là. Ah oui, c'est vraiment pas évident, mais je suis super reconnaissante. Honnêtement, tu sais, puis je me sais, je l'avais dit à mon éditrice Mélanie, j'avais dit, tu sais, je m'attends pas à ce que mon livre soit un succès ou un best-seller, puis je m'attends pas à ce que les gens comme tripent dessus. Je veux juste pas qu'il soit mauvais. Genre, je m'étais dit, s'il est juste correct, OK, ça va être correct. Genre, je veux pas que les gens m'haïssent. J'étais pas comme, je veux que les gens me disent, wow, j'adore ce que tu fais. Non, ça n'a jamais été un objectif. Je veux juste comme être neutre pour les gens. Je veux juste que les gens trouvent que c'est correct ce que je fais. Genre, écoute, je pourrais le travailler en thérapie, là, ça, probablement, mais tu sais, puis j'ai cheminé depuis ce temps-là, mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est flatteur pour l'ego quand ton livre se vend bien, puis tu sais, mon livre a été un best-seller, tu sais, fait que c'est sûr que ça te confirme que tu es à la bonne place, le sentiment d'imposteur commence à... Oui, il diminue, ou en tout cas, ça se place. Oui, il prend un petit peu moins de place. Puis pour le deuxième... Je savais, en fait, surtout, tu sais, au Québec, un premier livre, c'est souvent celui qui a le plus de succès. Le deuxième, souvent, va être dans l'ombre un peu du premier. Fait que, tu sais, je m'attendais pas à ce que le deuxième soit un aussi gros succès ou, tu sais, il y avait pas le même timing que, genre, je commence à faire de la télé et puis tout ça. Fait que je m'étais dit, le deuxième, je veux vraiment comme... C'est le livre que j'avais envie d'écrire pour moi aussi, un peu comme tout ce que j'ai appris en cuisine dans les 2 dernières années. Le premier, je l'ai écrit alors que je travaillais encore comme ergo à temps plein, puis c'était les recettes que j'avais apprises à faire par moi-même. C'est vraiment une introduction. Puis le deuxième, c'est comme voici ce que j'ai appris pour amener ma cuisine plus loin. Puis ce que j'ai appris aussi au niveau de l'alimentation intuitive pour concilier véganisme et alimentation intuitive. Tu sais, ce qui n'est pas évident, c'est inconfortable de faire
coexister tout ça, mais c'est possible. Fait que, tu sais, je voulais partager tout ce que moi, j'ai appris, puis ma vision de la bouffe. Puis le deuxième livre reflète vraiment ma vision, comme, je dirais, encore actuelle de la bouffe, là, tu sais, qu'on peut pousser ça plus loin, puis tu sais, où il y a des bases et tout ça. Puis c'est pas des recettes complexes dans le deuxième, il y en a. Il y a des recettes qui sont comme... J'ai mis dans une section comme occasion spéciale, c'est des recettes que, tu sais, mettons, tu fais un curry, mais tu fais aussi ton naan, tu sais, ou tu fais une pizza, là, à partir de rien, là, tu sais, donc tu fais ta pâte, tes sauces, tout ça. Le premier est un petit peu plus accessible, mais il y a des recettes accessibles dans le deuxième. Mais là, après ça, c'est comme, OK, c'est quoi la prochaine affaire? Tu sais, le balado à plat ventre, pour moi, ça a été le projet le plus personnel que j'ai fait aussi. C'est tellement bon. Allez écouter ça. Ah, merci. Moi, je l'ai dévoré. J'ai écouté les 5 épisodes back-à-back. J'étais sur la route. J'étais là, OK, là, le Ça prochain. passe Ah vite. oui. En plus, mais ça a été tellement de travail. Puis, tu sais, je pense que Tellement, c'est pour ça, là, j'en doute tellement pas. J'ai été comme épuisée l'année passée. Tu sais, en 2021, j'ai sorti un livre. Je me suis lancée en affaires, la télé, la radio, le balado aussi. Puis, c'était vraiment... C'est le fruit de réflexion. C'est des épisodes de 25 minutes. Fait que, tu sais, ça n'a pas l'air de grand-chose. Il y en a 5. Non, mais il y a de la recherche. Mais il y a tellement de recherche. Oui. Il y a tellement... Tu sais, Jeanne Desrochers, la réalisatrice, elle a monté quelque chose comme 40 heures d'entrevue. Puis, tu sais, au total, on a comme 2h30 de podcast. Mais là-dessus, il y en a peut-être le tiers que c'est des entrevues ou la moitié que c'est des entrevues. Fait que, tu sais, c'est comme de 40 heures à 1 heure et quelques, tu sais, qui est allé chercher comme le plus pertinent. C'est fou, là. C'est énorme, là, comme travail. C'est ça, mais ça m'a vraiment donné la piqûre pour comme le documentaire. Tu sais, des essais, tout ça, puis ce média-là. C'est fun, ça. Fait que, tu sais, j'ai pas rien à annoncer, là, vraiment pas. Mais, non, mais c'est là, mais c'est là ça, quand puis même. je me suis rendu compte que, tu sais, j'adore faire des recettes, puis je veux continuer à en faire. Pour moi, c'est un super beau médium pour passer des messages, pour comme... Puis ça aide vraiment les gens, là, tu sais. Puis non, il n'y en a pas trop de livres de recettes. Puis il faut qu'on continue de se nourrir à chaque jour. Puis notre environnement évolue. Puis il faut qu'on s'adapte. Fait que c'est pas vrai que les recettes de 50 ans sont encore à propos pour notre vie de maintenant. Parce que ne serait-ce que pour la viande, tu sais, c'est pas réaliste de manger de la viande plusieurs fois par semaine si on veut que la planète comme respire un peu. Fait que c'est comme, oui, il faut qu'on... Fait que moi, je pense qu'il y a de la place pour des livres de recettes, des sites de recettes, des vidéos de recettes. On a besoin de ça. On se nourrit à chaque jour. Fait que moi, j'accueille tout ce qui se fait de ce côté-là. Mais je sais que j'aime ça, tu sais, justement, prendre du recul puis, tu sais, évaluer les choses dans leur complexité. Fait que c'est ce que j'ai vraiment trippé à faire avec le balado. Puis, tu sais, ce médium-là, le format, tu sais, juste audio est vraiment intéressant aussi parce que t'as pas les contraintes. Mais, tu sais, j'admire, par exemple, beaucoup Émilie Perrault. Tu sais, ce qu'elle a fait avec La parfaite victime, avec Monique. Tu sais, ce genre de médias-là, tu sais, pour moi, je trouve ça comme... J'ai tellement d'admiration, puis comme la recherche qu'il y a derrière ça, puis tu touches à un sujet sensible avec autant d'intelligence. Tu sais, ça m'inspire beaucoup, là, de voir ça, là. Fait que, tu sais, puis je sais que je suis capable d'avoir une voix au-delà de, tu sais, d'une recette de tofu, là, tu sais. Puis je crache pas là-dessus, au contraire, je suis vraiment comme... Ça fait partie comme de mon travail, mais je sais que je suis capable de pousser des réflexions plus loin. Tout ce qui touche à la bouffe, ça va toujours continuer de m'intéresser. Puis, tu sais, je pense qu'on a plein de réflexions à avoir autour de la bouffe aussi. Fait que, tu sais, ça, je garde ça en tête. Mais, tu sais, oui, j'ai beaucoup aimé le format de documentaire. Puis t'aspires, c'est ça, t'aspires à plus. As-tu, là, à part le documentaire, comment tu visualises la suite? Est-ce que le fait de... Le médium du livre est encore là? Comment tu... Bien, je travaille pas sur un livre actuellement parce que je fais comme, j'aurais pause. vraiment pas le temps. Oui, Ouais, je prends une bien pause. correct. Mais c'est sûr que j'aimerais ça en faire d'autres parce que je trouve que c'est un beau médium. Puis ce qu'il y a ça prend du courage pour faire un livre parce que c'est une trace comme quasi permanente, en fait. Tu peux pas, après ça, tu sais, c'est pas un post Instagram, tu peux aller effacer. Tu sais, oui, on sait que les choses restent sur le web, mais tu sais, un livre, tu l'as écrit, puis ça reflète ce que tu pensais avec tout ton cœur et ton intelligence à ce moment-là. Genre, tu sais, en même temps, c'est beau, je trouve. Oui, c'est ça. Puis après ça, tu vas prendre du recul. Puis j'en ai des amis qui sont auteurs, autrices, qui disent « Aïe, tu sais, j'ai relu un livre, j'ai écrit là 5 ans, puis je suis comme, hey, je pense tellement plus comme ça maintenant. » Surtout des essais, des choses comme ça où, hey, ma pensée a tellement évolué, j'avais tellement d'angles morts quand j'ai écrit ça. Donc, ça, je pense que c'est quand même courageux, tu sais, de mettre ça. Fait que, tu sais, oui, ça, j'aime ça, les livres. Là, en fait, j'ai envie un peu de... Je veux pas m'asseoir, mais j'ai envie de profiter un peu de ce que j'ai créé dans les dernières années, de créer un lien de confiance avec les gens et de me créer comme une crédibilité, puis de, justement, de travailler
dans ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça, comme cette année, c'est ça, tu sais, il y a Moi, je mange, qu'on est en train de faire la 4e saison. Oui. Tu sais, Mordu qui m'occupe beaucoup. Puis, tu sais, ce que j'aime avec Mordu aussi, c'est que, tu sais, je crée du contenu pour la plateforme de Mordu, mais tu sais, qu'on peut voir via ma plateforme aussi, mais qui me permet de réfléchir plus loin. J'écris des articles sur des sujets beaucoup en lien avec la santé mentale, la cuisine, le véganisme, la culture des diètes. Ça me peut vraiment, comme ça me passionne vraiment, là, ça, de me questionner sur ces sujets-là. Fait que, tu sais, tout ça, pour moi, c'est comme, j'ai l'impression que je peux me permettre de faire ça maintenant parce que j'ai comme construit des bases solides. Puis je sais pas, tu sais, j'ai pas un plan, je sais pas encore ce que je vais faire l'année prochaine, tu sais. J'espère que ces projets-là vont continuer, en fait. Tu sais, ça me dérange pas de me poser quelques années maintenant. Bien, c'est ça. Est-ce que tu considères, en fait, commencer à trouver ton équilibre dans cette nouvelle vie professionnelle-là? Oui, c'est ce que j'essaie de faire cette année, puis que ça se passe quand même bien. J'essaie de pas travailler trop d'heures dans une semaine non plus, tu sais, de me laisser respirer, justement, puis tu sais, j'ai l'exemple que je disais, là, entre 2 et 4, souvent, je sais que je suis pas productive, fait qu'à moins d'avoir un meeting, c'est là où je vais aller comme jouer dehors, tu sais. Puis j'aime ça, pouvoir... Tu sais, je veux dire, c'est tellement un des privilèges de la vie de pigiste, c'est on est sollicité tout le temps, on peut recevoir des courriels tard le soir, la fin de semaine, en vacances, tu sais, c'est rare que tu peux décrocher. Ton lieu de travail, c'est ton salon, ta cuisine, fait que tu sais, c'est dur de décrocher, mais il y a des avantages aussi. Puis moi, ça me convient bien, là, ce mode de vie-là. Fait que c'est, oui, de continuer à trouver cet équilibre-là, puis de continuer à travailler en équipe sur des beaux projets comme ça, tu sais. Ça me fait vraiment triper, tu sais. Puis, comme je dis, ça me dérange pas de me poser quelques années, tu sais. De la nouveauté tout le temps, en fait, c'est épuisant, la nouveauté, c'est le fun, mais c'est comme... C'est chargé quand même, là. Hey, t'as jamais fait ça, un balado, t'as jamais fait ça, un livre, t'as jamais fait de la radio, puis là, à chaque fois, t'apprends des nouveaux codes, t'apprends comme... Tu sais, t'apprends qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, c'est quoi, comme... Combien de temps ça te prend réussir une tâche comme ça? Tu sais, fait qu'il y a plein de choses que j'ai... Tu sais, comme, juste un exemple très banal, mais avec les changements d'Instagram, qu'il faut maintenant être vidéaste, là, tu sais. Fait qu'avant, tu sais, si t'étais capable de retoucher tes photos sur Snapseed, t'étais comme, OK, cool, tu sais, je suis une Instagrammeuse, mais maintenant, il faut que tu sois capable de faire du montage vidéo, puis que tu aies de l'équipement pour te filmer à la maison, parce que c'est de la vidéo maintenant, tu sais. Oui. Fait que c'est comme je suis devenue vidéaste et monteuse et réalisatrice dans la dernière année, tu sais. Fait que c'est comme, c'est cool, tu sais, d'apprendre ça, mais il faut que tu te laisses c'est chargé, là. Ben oui, c'est ça, là. Fait que, tu sais, mais j'aime ça. Je me rends compte que j'aime ça, faire ça, puis tu sais, j'ai pas la prétention d'être vidéaste, là, mais plus comme... C'est un peu une joke, mais tu sais, il faut que tu apprennes tout le temps des nouvelles affaires dans des métiers comme ça. Fait que je pense que c'est jamais plate, même si tu restes à la même place, tu sais. Tu disais dans le podcast de notre cher Jean-Philippe Vautier, Le Grand Écart, qu'on salue, que la meilleure façon de définir le bonheur, c'est de passer la majorité de nos journées dans un état de calme. Oui. Et je trouve que c'est étroitement lié à l'équilibre parce que c'est de... Puis ce que tu expliquais, c'est pas nécessairement de pas avoir de l'énergie, puis de pas... Mais c'est... Faut que ça fluctue, puis... En étant plus calme, on dirait qu'on est plus là aussi. Oui. Puis je me sens... c'est une citation de... Je pense que c'était Liz Gilbert, l'autrice Liz Gilbert, Elizabeth Gilbert, qui avait dit ça. Puis ça m'avait vraiment marqué. Puis j'étais comme, oh, OK, non, j'ai pas ça, là. Mais oui, un état de calme, en fait, ou un état où tu te sens posé, tu sais. Puis... le calme, ça veut pas dire zen, là, puis ça veut pas dire d'être comme... Il n'y a pas de bruit, tout ça. Non, c'est juste comme d'être toute là. Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu sais, d'être comme... Si t'es en train de souper avec une amie, t'es pas en train de penser à ta réunion du lendemain ou t'es pas en train de repenser à une chicane que t'as eu la veille, tu sais. T'es toute là avec ton ami, fait que tu digères vraiment bien les activités que tu fais, tu sais. Fait que c'est ça, mon objectif, c'est le plus possible d'être toute là quand je fais quelque chose. Puis, tu sais, l'exemple qu'on disait, là, tu n'as pas nécessairement le temps d'intégrer de la méditation dans ta journée, mais quand tu cuisines, tu peux essayer de rendre ça le fun. C'est un peu la même chose, tu sais. Fait que d'essayer le plus possible d'être toute là, tu sais, j'essaie beaucoup quand je suis avec des gens, mon téléphone, il est pas à côté de moi, je le ferme parce que je passe déjà assez de temps sur mon téléphone, autant pour le travail que parce qu'on est tout le monde un peu accro. Oui. Mais quand je suis avec des gens, le téléphone n'est pas là, puis je suis comme, OK, je veux vraiment comme... m'imprégner le plus possible de ça. Fait que ça, j'aspire à ça. Quand je vais courir, c'est comme, non, je réponds pas à des courriels, là, même si je pourrais, j'ai mon téléphone, puis je reçois une notification, c'est comme, à la limite, si c'est urgent, je vais le faire, mais sinon, c'est comme, non, là, c'est mon moment à moi. Oui, mais de se recentrer dans le moment présent. Ouais. Puis ça peut paraître un peu...
pas ésotérique, mais comme un peu anodin, un peu flou, Ouais. tu sais, mais je pense que plus tu te conditionnes à ça, ou en tout cas, tu t'informes là-dessus, Ouais. puis que tu prends des actions concrètes dans Ouais. ta journée, ou non, tu mets tes limites aussi. Je pense que les limites permettent de « Ouh, là, je suis là, oui, on oui. est là, on Ouais. jase, on est concentré sur Ouais. ce qu'on fait. » Ouais. Puis il y a la notion aussi du temps qui est liée à ça. Ouais. Tu sais, tu disais que, souvent, quand tu vois pas le temps passer, c'est que t'es vraiment là. Ouais. Tu vis, Ouais. tu vis le Exactement. moment présent, là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est quelque chose auquel je pense que j'aspire le plus possible. Puis j'essaie de créer ça, tu sais. Mhm. Comme une de mes activités préférées, comme pour décrocher, c'est de faire des casse-têtes. J'adore. C'est le fun. Je fais des casse-têtes en écoutant des podcasts de true crime. Genre, c'est comme... Fait que c'est un peu gênant, mais c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Mais non, c'est Puis, pas gênant. Moi, je trouve le mix est vraiment... non, mais- Et je trouve ça capoté. tu sais, là. je C'est sais super. que ça... en tout cas, j'ai une relation un peu ambiguë avec le podcast de True Crime parce que je trouve ça comme captivant. En même temps, je sais que trop, ça peut vraiment être... Tu sais, il y a une fascination comme... Je me questionne un peu sur pourquoi ça nous intéresse, mais bref. Mais j'aime ça, puis... en fait, c'est que ça me permet vraiment de décrocher, là, tu sais, je pense zéro à mes affaires, puis ça fait vraiment le vide. Mais après ça, quand je regarde mon casse-tête, puis je suis comme, oh, la petite chaise Adirondack, ici, je me rappelle que c'est là qu'ils ont découvert le corps dans la forêt, là. Tu sais, dans le sens comme, tu sais, je me sens quand je mettais ce morceau-là, comme qu'est-ce que j'entendais. Mais tu sais, quand je fais ça, j'aime ça souvent, même, je pars, je sais pas, mon petit diffuseur d'huile essentielle, puis là, je me suis fait comme une boisson chaude, puis là, c'est comme, c'est mon moment, là, genre, puis c'est comme... Tu sais, puis je suis pas sur mon téléphone. Puis je me souviens, quand j'avais commencé à faire ça pendant la pandémie, j'ai une amie qui m'avait écrit, elle était comme, ça va-tu ces temps-ci? On dirait que comme je t'écris, puis c'est long avant que tu me répondes. Tu sais, peut-être tu vas pas bien. C'était pas instantané, Ouais, là. puis alors c'est que ça. normalement, tu sais, genre, je passais mes soirées comme beaucoup à scroller, tu sais. Puis c'était vraiment dans l'idée de, tu sais, de pas être sur mon téléphone. Puis j'étais comme, oh non, je faisais un casse-tête, genre. Oh, OK, phew. Je suis comme, non, ça va très bien, je faisais un casse-tête. Mais puis c'est là que ça m'a passé la réflexion. J'étais comme, oh mon Dieu, OK, si mon ami s'inquiète qu'il m'est peut-être arrivé quelque chose parce que j'ai pris 1 heure pour faire un casse-tête, sans lui répondre, c'est que j'ai conditionné avant, tu sais, j'ai créé un précédent où est-ce que c'est normal que je réponde dans la seconde, tu sais. Mhm. Fait que je suis comme, oh, OK, non, je veux pas ça, là. Fait que, tu sais, l'exemple des casse-têtes, c'est une activité parmi d'autres, mais c'est une des activités où il y a pas tant d'écran, mettons. Puis ça, j'aime vraiment ça, là. Fait que, tu sais, c'est de créer cette petite bulle-là, là, d'espace-temps, là, où tu peux faire ça, là. Mon Dieu, ça donne le goût. Ben, On en part un après. écoute, j'achète mes casse-têtes au Renaissance, là. Il y a des bijoux, là, Ah genre. oui? Ben oui, tu sais, c'est des beaux, tu sais, des casse-têtes, des beaux paysages d'automne faits à la peinture à l'huile, là. Oh, wow. 2 $ environ, un casse-tête comme une semaine de plaisir, là. Ouais. J'adore ça. J'aimerais qu'on termine avant de faire le segment Les 3 petites questions. Pour parler d'intuition, parce que je pense que c'est quelque chose quand même qui fait partie, qui cohabite avec les têtes de cochon. On l'utilise pas de la même façon, on n'a pas toute la même vision, mais il y a quand même quelque chose de commun. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus parce que je trouve que j'adore en fait ta vision puis ton explication de qu'est-ce que c'est l'intuition. Mais écoute, pour moi, l'intuition, c'est la capacité à prendre une décision rapidement sans avoir l'impression que ça soit une grosse charge mentale, puis sans être capable nécessairement d'expliquer le pourquoi, parce que cette décision-là est basée sur peut-être 100 ou 1000 paramètres que tu as analysés en même temps sans t'en rendre compte, tu sais. Fait que c'est basé sur ton expérience passée, sur tes sens, sur ce que tu perçois actuellement, tu sais, autant tes sens comme ce que tu ressens à l'intérieur que ce que tu observes, ce que tu touches, blablabla. Puis en fait, c'est souvent, ça, on pourrait pas expliquer comme une raison rationnelle. Genre, j'ai acheté une pomme parce que je voulais faire une tarte aux pommes. Non. Pourquoi j'ai acheté une pomme? Est-ce que je voulais faire une tarte? Non. C'est comme, non, il me semble que, tu sais, quand je mange des fruits, je me sens bien. Puis là, les pommes, elles étaient belles. Puis elles étaient pas chères. Puis ça fait longtemps que j'ai pas mangé des pommes. Puis tu sais, tu pourrais nommer comme plein de raisons pourquoi t'avais eu envie d'acheter une pomme, mais tu l'as fait. Puis t'as pris les pommes, t'étais pas comme dans un gros processus décisionnel. Puis moi, je pense qu'on a tellement de décisions à prendre dans une journée qu'on vit pas mal tous et toutes de l'épuisement décisionnel. Là. On est comme... Oh. Puis à un moment donné, on le sait plus. Là. Oui. On a comme une fatigue décisionnelle. Puis quand tu as développé ton intuition, les décisions se font comme... C'est pas tant une décision, ça se fait comme un peu à ton insu. Le travail a déjà été fait par toutes tes expériences passées puis tout ça. Fait que pour moi, c'est d'écouter ça, en fait,
Puis c'est ce qui fait que, tu sais, pour autant pour des grands sauts comme, tu sais, mettons, lâcher ma carrière, oui, il y avait de l'intuition là-dedans, mais c'est une décision quand même réfléchie dans le Oui, mais comment il y a et plusieurs le pourquoi. paramètres, c'est ça. C'est ça. Mais t'étais pas stressée, par contre. Non, c'est ça, j'étais bien là-dedans parce que, tu sais, après ça, j'avais planifié justement la logistique, un peu le comment, le pourquoi. Mais la décision en soi, c'était un ressenti clair. J'étais comme, non, tu sais, je le sens que je dois boucler la boucle, je sens que j'ai des belles choses qui m'attendent, je sais que j'ai des qualités qui vont pouvoir se transférer dans tel type de travail, blablabla. J'avais confiance, tu sais. Oui, Puis autant, quand vient le temps de savoir qu'est-ce que tu vas manger pour souper, tu sais, pour moi, c'est... Puis, tu sais, j'ai pas de famille, j'ai pas la charge, mettons, de décider pour une famille, là. C'est juste moi à m'occuper, mais souvent, c'est comme, comment je me sens aujourd'hui? Puis, j'ai ça, ouais, j'ai envie de faire ça. Puis, c'est pas comme une grosse décision, ça se fait comme pas mal tout seul. Fait que je peux garder mon énergie décisionnelle pour comme d'autres choses. Puis quand tu dis que ça se développe, est-ce que tu penses que tout le monde le ressent, mais peut-être ne l'écoute pas? Ouais, ben moi, je pense tout le monde, on a une intuition qui est là, mais qu'on a des peurs par-dessus ça, tu sais. Puis après ça, il y a des peurs qui sont tout à fait légitimes. Mais encore là, souvent, j'ai l'impression que les peurs légitimes, ils vont faire partie du calcul dans notre intuition, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, intuitivement, j'irais pas faire du jogging le soir au Parc Maisonneuve, genre. Parce que si vous connaissez pas le Parc Maisonneuve, il y a aucune lumière. Tu peux quasiment voir les étoiles là, dans le Parc Maisonneuve tellement qu'il y a puis on est sur l'île de Montréal. T'es sur l'île de Montréal, puis tu peux voir les étoiles parce qu'il y a tellement... C'est grand, c'est vaste, puis il y a aucune lumière, genre. C'est cool, là, mais... Intuitivement, j'irais pas là le soir, puis c'est comme, c'est pas une décision, je sais pas comment est-ce que j'irais, oh non, c'est vrai, il fait non, ça pourrait être dangereux. Non. C'est comme, fait que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les peurs, ils sont déjà là. Après ça, oui, il peut y avoir des peurs réelles qui vont nous empêcher de suivre notre intuition, mais plutôt peut-être plus des obstacles réels à ce moment-là, tu sais. Mais oui, puis on a été beaucoup conditionnés, puis on s'est fait beaucoup dire que si on réussissait pas quelque chose, c'était de notre faute, puis que, tu sais, on a été souvent comme traumatisés par des commentaires aussi, ou des fois, on a essayé d'être créatif, puis on s'est fait dire « Hey, en tout cas, lâche pas ta job, hein? » Tu sais, on se fait dire des choses comme ça, puis souvent, quand on prend le risque d'être créatif, on se fait comme, tu sais, humilier quasiment après. Oui, comme une incompréhension, en fait. C'est comme, t'as entendu, elle au karaoké, là, elle se prend pour Isabelle Boulay, puis c'est comme, non, peux-tu juste aller chanter? C'est un samedi soir, elle a une grosse semaine, laisse-la tranquille. Tu sais, mais souvent, on se fait juger beaucoup parce qu'on prend des risques et tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut en venir à développer comme une espèce de frein, tu sais. Mais je pense que l'intuition, c'est comme un moteur, puis après ça, on a différents freins, tu sais. Fait que ça nous amènerait possiblement dans la bonne direction, ça nous ferait avancer, mais il y a des choses qui vont bloquer. Puis des fois, c'est avec raison, puis d'autres fois, c'est peut-être des choses qu'on doit apprendre. C'est peut-être le break-à-bras, là. Il faudrait peut-être comme l'enlever, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça vient d'une place de privilège, là, ce que je dis, là, parce que tu sais, je sais qu'une raison pourquoi j'ai pu me permettre de faire ce saut-là, c'est qu'après avoir travaillé pendant 15 ans, avoir une stabilité financière, j'avais une certaine sécurité financière qui m'a permis de faire ça. J'ai pas, genre, personne à m'occuper, j'ai pas, genre, des enfants qui ont des besoins particuliers qui coûtent cher. Tu sais, j'ai pas ces choses-là, fait que je savais que j'avais comme la sécurité pour le faire. Tu sais, je pense vraiment pas que c'est accessible à tout le monde. Puis c'est des discussions que j'avais souvent avec des clients aussi qui avaient développé des états dépressifs, notamment parce qu'ils étaient plus heureux au travail. Puis mon mandat, moi, c'était de les retourner au travail, tu sais. Fait que ces discussions-là, ils venaient souvent. Puis souvent, on en arrivait à la conclusion que quand tu te sors d'une dépression, c'est peut-être pas nécessairement le temps de faire un grand saut parce que t'as pas nécessairement confiance en toi. T'as peut-être que financièrement aussi, ça a été difficile. T'as été sur un pourcentage de ton salaire pendant un bout. Tu sais, ça fait longtemps que t'es un peu rouillé. Puis des fois, ben la bonne décision pour la personne, c'est de retourner dans un emploi qu'elle aime pas tant que ça. Puis le temps de se refaire une routine de vie qui va la nourrir, puis tu sais, de reprendre confiance en elle. Puis après ça, quand elle se sentait prête de faire le saut. Tu sais, c'est pas toujours comme... pas dramatique, mais genre, oh mon Dieu, c'est un signe, j'ai fait une dépression, il faut que je lâche ma job. C'est pas réaliste pour beaucoup de gens, tu sais. Puis des fois, la personne était comme, ben là, tu sais, j'ai fait une dépression, ça me prend une job que genre, je vais avoir droit à des assurances collectives pendant peut-être les 2 prochaines années, là, parce que si je me lance à mon compte, je serai pas assurable, tu sais. Des fois, c'est des affaires de même, puis c'est tout à fait légitime, tu sais. Fait qu'après ça, moi, ce que j'encourageais la personne à faire, c'était de commencer à développer son plan, par contre, tu sais. Tu sais, fait que mettons que c'est quelqu'un qui voulait se lancer en affaires, ben elle pouvait commencer dans ses temps libres à faire de l'idéation, puis, tu sais, ou quelqu'un qui voulait se lancer sur YouTube, ben tu peux commencer à en faire des petites vidéos, tu sais, sans que ça soit ta job. Fait que, tu sais, c'était de se laisser l'espace pour commencer, tu sais, à préparer le terrain, puis en attendant que le timing soit bon, mais le timing, tu sais, comme je dis,
ça vient d'un espace de privilège de dire « Oh, je lâche ma job, tout a bien été », je pense pas que c'est un message, j'ai envie de dire aux gens « Vous avez juste à faire comme moi ». Non, tu sais, je pense que j'ai été vraiment chanceuse, j'ai rencontré les bonnes personnes, le timing était bon, tu sais, je pense que j'avais une certaine maturité aussi, j'avais beaucoup de bagages derrière moi. Je dirais pas ça à quelqu'un qui commence sur le marché du travail, puis t'as juste à lâcher ta job. Puis je pense qu'on entend... Les gens qui l'ont fait ce saut-là puis que ça n'a pas marché, sont rarement invités dans des podcasts pour raconter leur histoire, mais ils existent, tu sais. Oui, fait qu'on vraiment. entend souvent les histoires de succès, mais c'est pas tout le temps vrai, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est important, encore là, de s'écouter. Puis des fois, notre intuition va être comme, non, c'est pas le temps encore de faire le saut. Puis moi, tu sais, avant que je lâche ma job, ça faisait plusieurs années que je me questionnais, justement. Tu sais, ça s'est pas... J'ai pas décidé, puis là, ça s'est fait, puis ça a été... Ça faisait plusieurs années, peut-être 5 ans, que j'étais comme... Je m'épanouissais pas autant, puis je commençais à sentir cette fatigue-là. Puis mon réflexe, ça a été d'aller... Puis ce qui était le bon, je pense, ça a été d'aller chercher des outils pour m'aider à mieux dealer avec la fatigue émotionnelle que je vivais. Donc, tu sais, en thérapie, moi-même, tu sais, de me trouver des outils pour mieux tolérer ce qui était difficile à tolérer au travail, tu sais, justement, une espèce de fatigue de compassion que tu développes comme thérapeute des fois. Fait que j'étais allée, puis ça m'a maintenue pendant comme un bon 3 ans. J'étais allée me faire des formations en mindfulness sur comment moi-même être capable d'utiliser le mindfulness pour mieux tolérer le fait que c'était tough, mon travail, tu sais. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que 3 ans, 4 ans avant, ça n'aurait pas été le temps. Je pense pas que ça aurait marché, mes affaires. J'étais pas prête, j'étais pas... Tu sais, j'avais pas de connexion, j'étais pas connue, genre. Fait que, tu sais, des fois, je pense que c'est ça aussi, de dire, OK, il y a peut-être quelque chose de cool qui m'attend, mais après ça, c'est le timing. Des fois, c'est d'attendre que les conditions soient là. Puis la préparation, en fait. La préparation, exactement. Tu sais, puis moi, j'ai pas... mon succès sur les médias sociaux, puis dans tout le reste, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Moi, ça fait 11 ans que je crée du contenu, là. Tu sais, fait que c'est pas comme... Tu sais, je vois des influenceurs, des fois, qui... Tu sais, notamment avec TikTok, tu peux devenir viral en 1 semaine, puis ta carrière va décoller. Genre, en comme 1 semaine, tu peux avoir 2-3 semaines, mettons, tu peux devenir une vedette, là. Oui, mais est-ce que c'est viable à long terme? C'est ça. Ceux qui vont survivre à ça, c'est ceux qui avaient vraiment un message à passer, puis, tu sais, ou qui avaient vraiment un talent, puis que, tu sais, ils vont continuer à se démarquer. Même chose pour... Tu sais, on le voit avec tous les influenceurs qui sortent, mettons, de télé-réalité. Il y en a plein, mais il y en a là-dedans, tu sais, qui ont vraiment quelque chose à dire. Oui, là, vraiment. Tu sais, puis qui vont se lancer dans des podcasts, puis ils ont vraiment un message à passer, puis ça donne qu'ils sont passés par... comme qui ont eu ce boost-là. Mais il y en a d'autres qui ont eu un boost, puis qui n'avaient pas nécessairement quelque chose, puis ils vont se retirer eux-mêmes, ou leur carrière va flopper parce que là, il y a une autre base qui est arrivée. Fait que, tu sais, je pense que c'est... Oui, il faut se donner le temps de se préparer, là, puis faut respecter aussi que, tu sais, ça peut être violent, là, de s'imposer un changement alors qu'on n'est pas prêt, là. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est bienveillant de dire « Ah non, je me lance dans le vide » alors que... OK, t'es-tu prêt? Ça va-tu vraiment être le fun, genre, de vivre l'insécurité financière? Ça va-tu vraiment aider ta créativité? Tu sais, de la sécurité financière, ça aide à être créatif, là. Tu sais, je pense que oui, parce que après ça, t'as pas à penser à comment tu vas t'acheter à souper, là. Tu sais, ton frigo, il est plein, c'est comme... Ça aide à faire de l'espace pour trouver des idées, là. Fait que, tu sais, si tes besoins de base sont pas comblés, comment t'es supposé être créatif puis avoir confiance en toi? C'est difficile, tu sais. Fait que je pense que... Tu sais, j'aime pas ça envoyer l'idée comme que t'as juste à croire, puis ça va marcher. Tu sais, mais en même temps, je pense qu'il faut se donner l'espace comme de planifier, puis après ça, dire non, c'est pas le temps encore, puis éventuellement, je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Mais, tu sais, quand je vais sentir que ça va être le temps, je vais le faire, tu sais. Mais je trouve ça beau que tu amènes cet aspect-là parce que le but du podcast est de mettre en lumière des femmes qui sont des fois un peu plus connues, moins connues, mais qui ont des parcours un peu atypiques, que ça s'est pas nécessairement passé comme ils veulent, mais qu'avec la détermination, le timing, tu sais, il y a beaucoup d'éléments. Ouais. Tu sais, tu peux avoir une tête de cochon puis vouloir foncer, puis là, oh, OK, c'est pas la porte, elle s'ouvrira pas, là. Faut que je change de porte, tu sais, mais je pense qu'à travers vos histoires de vie, il y a comme une espèce de prise de conscience, tu sais. Ouais. D'abord, d'en prendre conscience. Après ça, de voir qu'est-ce qui est possible. C'est quoi mes outils? C'est quoi mes repères? Qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement? Qu'est-ce que je veux? Puis, tu sais, d'être la bougie d'allumage, finalement, d'une transition qui peut peut-être pas fonctionner au départ, puis là, ça va amener à autre chose. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'effectivement, c'est ça, c'est important d'avoir cette détermination-là, mais il faut savoir bien jongler avec, être capable de... Oui, puis tu sais, la tête de cochon, la détermination, ça peut être ça qui va faire en sorte que tu vas dire, mettons, non, je reste dans mon emploi,
parce que je suis tellement déterminée à avoir mon but que je suis déterminée à mettre en place un plan qui va fonctionner. Puis le plan qui fonctionne, ça peut être de garder ta job pendant un bout. Tu sais, fait que ça aussi, c'est un signe de détermination d'être capable de faire des choix comme ça, parce qu'à la limite, ça peut quasiment être du sabotage de tout lâcher. Tu sais, peut-être un peu plus comme quelque chose, une décision impulsive. C'est peut-être pas la meilleure. C'est pas mieux non tu vas plus, peut-être c'est juste ça. saboter, brûler tes chances, tu sais. Tu sais, comme quelqu'un, mettons, qui voudrait, je sais pas, aller auditionner pour quelque chose, puis qui n'est pas encore prêt, puis « Oh non, je vais aller auditionner, ouais, mais peut-être qu'après ça, tu vas te brûler avec ces gens-là, tu sais. Est-ce que c'est peut-être mieux comme d'attendre de te préparer, tu sais. » Puis encore là, je parle d'audition, c'est pas un métier que je connais. Je pensais à des chanteurs, des trucs comme ça, mais, tu sais, je pense que ça vaut la peine justement, de prendre le temps de faire un plan qui va avoir du sens pour nous. Puis, tu sais, d'avoir confiance que ça va pouvoir se faire, mais après ça, quand, comment, c'est là que je pense qu'il faut être flexible aussi. Mais oui, je pense que c'est un signe de tête de cochon, d'entêtement ou de détermination que d'être capable de dire « Non, je vais faire ce qu'il faut ». Tu sais, comme moi qui est restée dans mon travail pendant quelques années encore parce que je savais que je n'étais pas prête, là. Genre, j'aurais pas été capable de dealer avec l'insécurité, puis... En même temps, tu t'es écoutée, oui, tu sais. Vraiment. Même si tu sais, en fait, c'est d'avoir des rêves, de pouvoir aspirer à quelque chose, mais aussi de savoir, de connaître nos propres limites, puis de savoir quand est-ce c'est le temps de sauter. Oui, t'sais. exactement. Puis ça, je pense que c'est un signe, justement, qu'on prend ça au sérieux. Parce que on n'est pas juste dans de l'impulsivité, il y a quelque chose de quand même réfléchi là-dedans, puis ça peut démontrer qu'on veut vraiment que ça fonctionne, tu sais. On passe au dernier segment, Oui. Léonie, qui s'appelle les 3 petites questions. Donc, pour te mettre en contexte, Ça a-tu en fait... rapport avec les 3 petits cochons? Ouais. C'est ça? Oui, c'est inspiré de... Okay. T'es la première qui... Pour vrai? Ben, en fait, c'est que quand j'ai développé ça, je me disais, il me semble, 3 petits cochons. 3 petites questions, c'est... C'est cute. C'est un petit clin d'œil à ma tête de cochon. J'ai remarqué ça. Alors, c'est 3 questions, en fait, qui sont posées à toutes mes invités. Parfait. Mais qui sont les mêmes. Donc, c'est le même segment à la fin, mais on a droit à des réponses différentes. Cool. Fait que c'est ça que j'aime aller chercher avec ça. Mais d'abord, Léonie, qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Je pense, en fait, que j'ai une vision du monde. Des fois, j'ai l'impression qu'elle est comme assez marginale. Puis, je pense que je défie l'autorité tout en gentillesse et en bienveillance. Puis, on m'a déjà dit ça, que j'étais quelqu'un qui défiait l'autorité, puis j'étais comme, non, moi, je respecte les règles, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui arrive à l'heure, jamais je contreviendrai à la loi, même des lois, genre, tu sais, dans un cinéma, c'est pas le droit d'amener ta bouffe, moi, j'aime pas ma bouffe, tu sais, des choses comme ça. Mais après ça, on m'a dit, non, mais tu sais, comme être végane dans un monde qui l'est pas, c'est une façon de défier l'autorité, tu sais, être anti-diète, être féministe, tu sais. Tu sais, toutes des positions un peu plus à gauche, positions politiques un peu plus à gauche, toutes des façons de défier l'autorité. Fait que oui, je pense que j'aime ça, défier l'autorité, mais quand je dis tout en bienveillance et en gentillesse, dans le sens que c'est pas dans ma personnalité de défoncer, là, vraiment pas. Puis j'aime plutôt ça, discuter, échanger. C'est pas toujours possible, malheureusement. Puis ça prend des changements plus forts, là. Ouais. Des fois, ça en prend du monde qui défonce aussi, là. Puis ça prend, je pense, différents discours pour faire bouger les choses. Mais oui, je suis une tête de cochon, je pense, parce que mes valeurs, j'y tiens mordicus. Puis je vais agir en conséquence. Puis je vais essayer de trouver des façons de rallier des gens derrière moi, même si au départ, ils n'étaient pas nécessairement alignés sur les mêmes valeurs. Tu sais. Oui, puis c'est pas nécessairement une approche moralisatrice, mais plus d'ouverture et beaucoup d'éducation, Oui, ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que ça vient de là, ouais. Quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui souhaitent foncer à leur façon? Tu sais, je pense que ça rejoint un peu ce dont on a parlé, tu sais, d'écouter notre intuition, mais d'être capable de prendre des décisions éclairées. Tu sais, moi, je pense qu'on prend pas toujours des décisions éclairées quand on est quelqu'un de motivé, dans le sens qu'on n'a pas pris le temps d'évaluer, en fait, qu'est-ce qui est peut-être la chose la plus bienveillante pour nous-mêmes à faire. Tu sais, des fois, on va se faire violence. C'est d'être capable d'écouter notre intuition, mais tout en mettant en place des moyens qui vont faire que ça ne nous fera pas violence. Tu sais. Mm-hmm. Donc, d'attendre des fois, d'accepter que l'inaction, c'est une forme d'action aussi. Tu sais, d'être comme plus dans l'observation. La patience la aussi. patience, c'est ça. Je pense que c'est toutes des choses. Puis, on se fait beaucoup dire que
que, tu sais, que tout doit aller plus vite, puis que, tu sais, le succès doit se mesurer aussi avec la rapidité, puis des succès instantanés, puis tout ça. Mais je pense qu'on gagne à apprendre la patience aussi. Fait que ça serait ça que je donnerais comme conseil. Et finalement, qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? J'aimerais vraiment ça, en fait, faire d'autres projets d'impact, un peu comme À plat ventre. à plat ventre. Mais, tu sais, tous les autres projets que je fais, j'ai l'impression qu'ils ont de l'impact aussi à différents niveaux. Mhm. Mais, tu sais, des projets où est-ce que je peux continuer la réflexion à un autre niveau. Tu sais, je parlais de documentaire, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Fait que ça, il y a probablement d'autres projets que j'aimerais faire en lien avec ça. Puis j'aimerais vraiment ça, personnellement, atteindre comme un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle, puis avoir un pied à Montréal, un pied dans la nature. C'est vraiment ça à quoi j'aspire à adopter des animaux. J'aimerais vraiment ça. J'en ai pas. J'ai aucun animal de compagnie parce que pour moi, ça serait pas gentil pour les animaux. J'ai pas un horaire assez... Tu sais, je suis en amour avec les chiens, notamment. J'adore les chiens, mais ça serait pas le fun pour un chien d'être mon chien, là, en ce moment, parce que je suis comme trop... mon horaire est trop erratique, mais j'aimerais vraiment ça, avoir une vie qui me permettrait d'adopter des animaux. J'aimerais vraiment ça. Oh, mais je te le souhaite. Je te Merci. souhaite tout ça. Je vais continuer de te regarder de près et de loin, mais merci beaucoup pour Merci, c'était le fun. un gros bonheur de te recevoir. Ben là, c'est un beau bilan. J'ai Oui. l'impression d'avoir quasiment fait une séance de coaching, genre pour me demander, fais-moi un petit bilan. Mais je pense en plus qu'il est enregistré, fait qu'imagine. Hey, écoute, je vais le réécouter. Oui, autant pour toi que pour les autres, là, je suis sûre que ça va Moi, nourrir. j'ai tellement écouté ma voix, là, tu sais, en remontage de balado, mais tu sais, juste en faisant des stories sur Instagram, tu sais, que je suis très à l'aise d'écouter ma voix. Je vais sûrement me réécouter. Là, J'espère. Wow, c'était vraiment brillant. Ben Comment oui, j'ai dit ça? tu m'en donneras des nouvelles, j'espère. Ouais, je vais comme, je dirais pas ça de moi. Oui, j'ai utilisé un anglicisme. Merci beaucoup, Louni. Merci à toi. Merci à la Maison de la Culture Maisonneuve de nous avoir accueillis dans vos studios pour l'enregistrement de cet épisode. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube au têtesdecochon.podcast. On se retrouve très bientôt. Salut!